Tout commence avec un jeu appelé Prison Day, créé par un guide cosmique sombre juste pour passer le temps. Ce jeu à participation forcée propose des donjons de difficulté variables, et les joueurs sont choisis au hasard. Cependant, si vous échouez dans ce voyage, vous serez scellé à jamais à l'intérieur du jeu sans aucune chance de vous échapper. À cause de cela, tout le monde croyait pouvoir vaincre le boss, obtenir une carte de rang et devenir un gagnant. Mais au milieu de toute cette destruction, le seul survivant de ce jeu cruel n'était qu'une seule personne. Notre protagoniste pensait qu'en nettoyant les donjons et en devenant plus fort, il réaliserait ses désirs, mais le résultat fut de devenir un dieu. Pourtant, il semble tout sauf heureux de cette fin, déclarant qu'il ne deviendra pas membre des dieux sombres. Une entité dit alors à Tukia de se joindre à eux pour gagner la vie éternelle et le pouvoir d'un dieu afin qu'ils puissent régner ensemble. Cet être sombre se demande alors s'il va vraiment abandonner sa qualification pour devenir une divinité. Tukia confirme, se lamentant que même après avoir fait tous les bons choix, il a fini par perdre sa mère, ses amis et sa petite amie. Ensuite, nous voyons des flashs des souvenirs du protagoniste, montrant que toutes les personnes importantes pour lui ont été perdues dans ce jeu. Le dieu sombre s'adresse au seul survivant, Kurozu Tokia, et demande son prochain souhait. Le seul souhait du jeune homme était d'avoir une vie paisible et normale avec les personnes qu'il aimait à ses côtés. À cela, il se souvient de sa petite amie lui demandant de sortir pour un rendez-vous le week-end tout en lui tenant la main. Nourri par ce souvenir, le protagoniste crie que l'entité a tout détruit, et maintenant il va effacer ce monde et son histoire douloureuse. Soudain, une lumière brillante jaillit de la main de notre héros, et une carte dorée commence à se matérialiser. Il avertit le type d'arrêter ses menaces car cette carte détient un pouvoir que l'entité ne peut pas contrôler. Tukia dévoile alors sa carte d'inversion du temps qui peut effacer les souvenirs d'Evry et lui permettre de refaire sa vie. Voyant cela, l'entité est stupéfaite, incapable de croire que le jeune homme a réussi à obtenir une telle carte. L'être remarque que c'est intéressant et espère le revoir avant de disparaître. Avec une lueur intense, l'effet d'inversion du temps de la carte dorée s'active. Tokyo jure qu'il reviendra préparé et ne laissera plus rien de précieux lui être enlevé. Soudain, les yeux du protagoniste s'ouvrent brusquement, montrant que l'effet a fonctionné. Il se réveille en sursaut dans un lit d'hôpital, complètement désorienté et inconscient de son environnement. Regardant autour de lui avec une expression déconcertée, le jeune homme essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Le protagoniste fixe ses propres mains, réalisant finalement qu'il a réussi à voyager dans le temps. Il scrute la pièce et se demande s'il est vraiment à l'hôpital de Midorasaki City. Juste à ce moment-là, sa mère entre dans la pièce et lui demande avec inquiétude s'il a fait un autre cauchemar. Avec un doux sourire, elle s'approche et le réconforte, lui disant qu'elle est là et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Voyant sa mère vivante et en bonne santé devant lui, Tukiyo est complètement choqué et l'appelle doucement par son nom. Il se souvient que dans la chronologie précédente, sa conscience était scellée dans le jeu, la laissant dans un état végétatif. Submergé par l'émotion, le jeune homme l'embrasse étroitement, lui disant combien elle lui a manqué. Déconcertée par la réaction de son fils, elle lui demande si son état s'est aggravé. Nous apprenons que Kurozu Tokyo est hospitalisé depuis son enfance avec un trouble dissociatif sévère. À cause de cela, il entend constamment les voix de multiples personnalités dans sa tête, mais personne ne le croit. Même si son état l'empêchait d'avoir une vie normale, c'était précisément la routine qu'il avait toujours désirée. Cependant, une horloge numérique sur la table indique 17h26, et le temps presse. Tokyo se rend compte que Prison Day commence à 6h du soir, ce qui signifie qu'il n'a plus que 34 minutes de liberté. Sa conscience sera transférée, et s'il perd dans le jeu, son corps du monde réel tombera dans un coma permanent. Sachant que les débutants commencent dans les donjons de rang E, il griffonne immédiatement toutes les stratégies dont il se souvient. Conscient que les donjons sont simples si vous connaissez les règles, il déclare qu'il finira d'écrire tout en seulement 10 minutes. Tukia doit écrire d'une manière que sa mère puisse comprendre pour augmenter ses chances et aussi pour aider son ami Kita. Sa mère lui conseille alors de ne pas en faire trop et mentionne qu'elle sort juste pour sortir la poubelle. La regardant partir, il réfléchit qu'à la différence de son père, sa mère ne l'a jamais abandonné. Il se souvient comment son père a gaspillé l'argent de la famille et les a simplement laissés derrière lui. Sa mère l'a élevé seul à travers d'innombrables difficultés, et il ne comprend que maintenant que les choses les plus précieuses ont toujours été à ses côtés. Brusquement, la porte de sa chambre s'ouvre et quelqu'un entre. C'était son ami Kita portant ses collations préférées. Le protagoniste remarque que ça fait longtemps. Son ami est confus car ils se sont vus il y a seulement 3 jours. Il est révélé que c'est son ami d'enfance, Gegonu, Shikita. Shikita était le seul à le défendre quand il était enfant lorsque les autres le traitaient mal à cause de son état. Cependant, dans sa vie passée, son ami s'est perdu en essayant de l'aider, et notre héros jure de ne pas laisser cette tragédie se répéter. De retour dans le présent, son ami curieux demande ce qu'il écrit. Takiya répond que c'est un guide de stratégie. Son ami se demande s'il devrait jouer à des jeux car cela pourrait aggraver son état, mais le jeune homme insiste sur le fait qu'il doit faire cela. Kita comprend finalement, pensant que ce doit être un jeu incroyable pour qu'il soit si déterminé à jouer. Le protagoniste lui tend les cahiers, lui demandant d'en lire un et de donner l'autre à sa mère,
laissant son ami perplexe. Il exhorte Kita à lire et à mémoriser autant que possible, promettant que ce sera certainement utile plus tard. Bien qu'il trouve le comportement de son ami étrange, le jeune homme accepte et prend les cahiers. Tokyo décide que pour protéger ceux qu'il aime, il doit nettoyer les donjons, collecter les cartes et devenir le plus fort. Le narrateur explique que vaincre des monstres rapporte des cartes de différents types comme des armes, des objets et des compétences qui accordent des pouvoirs. Seules 15 cartes de rang S existent, se vantant d'effets absolus avec lesquels même les dieux sombres ne peuvent pas interférer, dont l'une est la carte d'inversion du temps. Déterminé, Tokyo affirme que les cartes de rang S seront ses atouts et qu'il les collectera toutes pour vaincre les dieux sombres. L'horloge sur la table approche de 6 heures. Le moment du début du jeu est presque arrivé. Regardant l'horloge et une photo sur la table, le protagoniste sait que Prison D est sur le point de commencer. La photo le montre heureux avec sa mère et Kida, mais cette vie paisible sera terminée dans seulement 1 minute. Une notification du système apparaît alors, le félicitant d'avoir été sélectionné comme joueur dans le premier groupe. La photo sur la table commence à bugger avec des artefacts numériques apparaissant sur la photo de famille. À ce moment, le corps de notre héros commence à se numériser alors que son âme est exportée dans le jeu. Le système lance alors le processus d'importation de ses souvenirs du jeu dans son esprit. Maintenant dans l'espace numérique, Tukia jure que cette fois, il protégera ses proches et deviendra le plus fort une fois de plus. Avec un regard furieux, il promet de vaincre le dieu insensé qui joue avec leur monde. Un écran de bienvenue pour Prison D se matérialise, souhaitant aux joueurs un jeu agréable. Le système charge les données du joueur pour Kurozu Tokyo et crée le premier donjon de classe E, le bureau de la disparition. Ensuite, le système tente de supprimer ses souvenirs du monde réel, mais échoue à plusieurs reprises. La génération du boss étant terminée, le jeune homme réalise que tout est identique à sa vie précédente. Il se retrouve dans un donjon qui ressemble exactement à un bureau du monde réel. Le protagoniste sait que certains joueurs ont leurs souvenirs effacés, mais pour une raison quelconque, les siens restent intacts. Sachant déjà ce qui va arriver, il se prépare pour le donjon de classe qui va s'ouvrir. Le donjon s'appelle le bureau de la disparition, et plusieurs personnes sont à leur bureau, inconscientes du danger. Pour terminer ce donjon de bas niveau, il faut vaincre 3 boss, chacun avec des capacités différentes. Sans perdre une seconde, le protagoniste ordonne au système d'ouvrir son panneau de statut, et un écran bleu apparaît. Avec ça, le panneau de statut de Kurozu Tokyo s'ouvre, révélant ses informations de joueur. Il remarque que tout a été réinitialisé. Vaincre les 3 boss maintenant est presque impossible, donc sa priorité est d'augmenter ses compétences. Le jeune homme s'interroge sur la bénédiction non identifiable et si elle est liée à ses souvenirs de sa vie passée. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'une carte de compétences pour vaincre le niveau, un boss, et il élabore sa prochaine action. Soudain, une idée frappe le protagoniste alors qu'il se souvient de quelque chose de crucial à propos de ce donjon. Il se souvient d'une quête secondaire cachée. S'il peut obtenir une carte de compétence là-bas, la victoire ne sera pas si difficile. Avec 10 minutes restantes avant le début de la mission principale, Tokiya se lève, déterminé, sachant qu'il reste encore du temps pour agir. Se précipitant dans le bureau, il se souvient de la voix qu'il entend depuis l'enfance, notant qu'elle était plus claire après sa renaissance. Les voix parlaient de sauver la Terre, insistant sur le fait que pour gagner, elles devaient fusionner leurs pouvoirs avec les siens pour vaincre le dieu sombre. Confus par cela, il se demande s'il peut obtenir un pouvoir séparé des cartes de rang S. Il s'arrête ensuite devant la porte des toilettes pour hommes, sa destination. Décidant de percer le mystère des voix plus tard, il entre dans les toilettes, concentré sur la quête secondaire. En arrivant, il confirme que c'est l'endroit et que sa première tâche est de déverrouiller le coffre au trésor. Une notification du système l'informe qu'il a atteint l'endroit caché et que la quête secondaire commence. Un écran bleu révèle le nom de la mission, le secret caché dans les toilettes pour hommes. Ne perdant pas de temps, le protagoniste donne un coup de pied à la porte des toilettes avec force, criant qu'il va finir ça à toute vitesse. À l'intérieur des toilettes, une petite créature bleue à cornes est surprise par l'intrusion soudaine. Le système identifie la créature comme l'ogre lâche, une légende urbaine perchée au sommet du coffre. Le petit monstre essaie d'avoir l'air menaçant, se gonflant et laissant échapper un grognement féroce pour intimider le jeune homme. Mais avec des yeux rouges brillants, Takiya crie à l'ogre de s'écarter, sinon. Le petit monstre recule de peur face à la menace du protagoniste, ayant l'air d'être sur le point de pleurer. Avec un cri terrifié, la petite créature bleue se démène et s'éloigne du jeune homme. Une notification du système apparaît, l'informant que l'ogre lâche a été vaincu, et il a sécurisé le coffre. Le héros songe qu'une créature aussi faible gardait le trésor. Il s'est enfui dès qu'il l'a menacé. Mais le système indique que bien que le coffre contienne la récompense, il ne peut pas être ouvert sans une clé. Sans s'inquiéter, le protagoniste frappe simplement fort, brisant le coffre au trésor. À cela, le système annonce simplement que le joueur a réussi à briser le coffre au trésor. Il remarque que beaucoup sont dupés par l'affichage et ont manqué ça, mais un débutant peut facilement réclamer les cartes. Le système liste ensuite les objets acquis, la vigueur, la vitesse et les cartes de puissance, toutes de classe E.
Il tient les 3 cartes de compétences de base, déclarant qu'avec elles, il peut enfin activer son statut de joueur. Le jeune homme active ensuite les cartes, et son corps est enveloppé d'une aura verte alors que ses compétences augmentent. Le système confirme que sa vitesse, sa puissance et sa vigueur ont augmenté au niveau 1 avec une limite au niveau 5. Avec un sourire confiant, il note que l'effet est mineur mais clair, et maintenant il peut affronter les 3 boss. Son panneau de statut se met à jour, montrant maintenant ses compétences de base au niveau 1 aux côtés de la bénédiction non identifiable. Activez le panneau avec les cartes fait de lui un joueur officiel. Même au niveau 1, il est bien au-delà d'un humain normal. Pour tester sa nouvelle force, le protagoniste frappe le mur des toilettes, qui se fissure sous l'impact. Le miroir se brise également en d'innombrables morceaux, incapable de résister à la force du coup. Il se dit qu'avec ses statistiques et son expérience de vie passée, il devrait terminer ce donjon avec facilité. Mais il sait que vaincre les dieux et protéger le monde est encore un objectif lointain. Avec cela, il jure d'utiliser tous les outils à sa disposition, y compris le pouvoir du propriétaire de cette voie. En regardant l'écran du système, le protagoniste dit qu'il doit mieux comprendre cette bénédiction non identifiable. Il crie ensuite au système, demandant si le propriétaire de la voie lui a donné cette étrange bénédiction. Avec un sourire narquois, il admet qu'il plaisantait, car il ne s'attendait pas à une réponse de toute façon. Soudain, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, déclarant qu'à partir de maintenant, tout dépend de lui. À cet instant, des silhouettes sombres et sinistres commencent à se former autour de notre héros dans les toilettes. Les ombres l'engloutissent alors complètement, l'entraînant dans un espace sombre et inconnu. Complètement confus, le jeune homme se retrouve à flotter dans un vide, incapable de comprendre ce qui se passe. La voix poursuit son message, déclarant qu'il le surveille toujours de quelque part. Il exige de savoir qui ils sont, pourquoi ils l'aident avec cette mystérieuse bénédiction, et quelles sont leurs motivations. L'entité répond que d'abord il doit prouver sa valeur car leur aide n'était qu'un caprice. De retour dans les toilettes, la voix l'avertit que la bataille est sur le point de commencer et qu'il doit se dépêcher. Avec un regard déterminé, Takiya affirme qu'il veut leur pouvoir et prouvera sans aucun doute sa force. Une notification du système annonce que le compte à rebours est terminé, le boss a été généré, et le mode raid a commencé. L'écran leur souhaite la bienvenue à Prison D et annonce que le défi dans le donjon Office of Demise commence. Un avertissement apparaît que toute personne qui n'est pas en position échouera le raid. La limite de temps est de 59 secondes. Le protagoniste sprint, confiant qu'avec sa carte de vitesse, il y arrivera avec du temps à perdre. Avec seulement 18 secondes restantes, la tension monte alors qu'il traverse le bureau en courant. Cependant, 2 hommes bloquent la porte d'entrée, criant qu'ils n'ont pas le temps pour des jeux. Agacé, le héros pense qu'il y a toujours quelques idiots qui ne peuvent pas saisir la situation. Dès que le chronomètre atteint 0, les 2 joueurs à la porte sont instantanément éliminés. Les autres joueurs sont stupéfaits par la scène, réalisant que ce jeu est réel et mortel. Takiya regarde juste calmement, remarquant que si vous enfreignez les règles ici, c'est simplement fini. Soudain, une porte numérique rouge commence à se fermer, et tout le monde panique, incertain de ce qu'il faut faire. Un avertissement clignote que le boss apparaîtra bientôt, et la bataille contre les monstres de rang E commencera. Au milieu du chaos, les silhouettes du premier boss et de ses sbires apparaissent devant eux. Le protagoniste savait déjà que cela arriverait et que pour terminer le donjon, tous les boss doivent tomber. Avec cela, le premier boss se matérialise, ressemblant à un concierge, et annonce qu'il est temps de sortir les poubelles. Le système affiche les statistiques du boss charognard de rang E, maniant un balai en fer et une pelle à poussière tranchante. Ces sbires sont les monstres de rang E nettoyeurs avec des statistiques et des armes bien plus basiques que le boss. Un des joueurs se moque des monstres, disant qu'un simple rang E n'est pas inquiétant. Un homme énorme est d'accord, se vantant qu'il abattra ses faibles avec juste quelques bons coups de poing. Tokyo conseille à tous de rester calmes car leur force défie le bon sens, et ils ne devraient pas être arrogants. Il sait que même au niveau 1, ces monstres dépassent ce qu'un civil peut gérer. La force brute est une condamnation à mort. Le grand homme se fâche et dit au protagoniste de se taire puisqu'il est arrivé de justesse et n'a pas le droit de parler. Avec un sourire méchant, il déclare qu'il frappera en premier et atteindra le sommet du classement d'élimination. L'homme rêve déjà de devenir milliardaire avec des voitures, des manoirs et des femmes. Au risque, haute récompense. Il charge ensuite en avant, criant au monstre de devenir juste une autre étape vers sa vaste fortune. Cependant, le boss part l'attaque avec son balai de fer, qui brille d'une intense énergie verte. La couvée est envoyée voler, atterrissant durement sur le sol, et laissant les autres joueurs terrifiés. Le boss annonce ensuite que le service de nettoyage a commencé, et ses sbires avancent sur les joueurs horrifiés. Le boss rit, déclarant que tous les déchets ici doivent être désinfectés, tandis que les joueurs crient à l'aide. Mais au milieu de ce chaos, notre héros reste calme, se préparant à passer à l'action. Il se jette sur l'un des monstres, assénant un coup de poing puissant qui le renvoie voler avec force. À l'impact, le minion touche le sol et se dissout dans une lumière verte, signalant sa défaite. Le jeune homme déclare que pour terminer le jeu, le boss doit être vaincu. Il doit devenir plus fort et réclamer une carte de rang S.
Les autres joueurs sont stupéfaits de voir quelqu'un se battre même après que l'homme musclé a été abattu. L'un des minions se relève, insistant sur le fait qu'il doit continuer à nettoyer les déchets, prouvant qu'il n'a pas encore terminé. Manié un balai, le protagoniste attaque le monstre avec une puissante frappe verticale infusée d'énergie. Le minion se dissout en particules de lumière, et une carte rouge apparaît à sa place en guise de récompense. Il explique que la notification de récompense n'apparaît que si vous obtenez le coup final, sinon, vous devez terminer le travail. Les joueurs sont abasourdis, se demandant qui il est puisqu'il est clairement plus fort que le gars musclé d'avant. Le jeune homme songe que même à un niveau bas, vaincre ces monstres pourrait rapporter l'une des 3 cartes. Sans délai, le protagoniste décide d'activer la carte de puissance qu'il vient d'acquérir au combat. Le système confirme que sa puissance est passée du niveau 1 au niveau 2 avec l'activation de la carte. Immédiatement après, un autre des minions du boss apparaît, prêt à attaquer notre héros avec son balai de fer. Il sait qu'après le réveil, même une seule différence de niveau suffit à submerger un adversaire. Le monstre charge en avant avec son balai, tentant de frapper notre protagoniste. Mais avec un sourire narquois, le héros déclare que le monstre ne vaut même pas son précieux temps. Avec un seul coup rapide et précis, il vainc le minion, qui disparaît dans la lumière devant lui. Il obtient une autre carte de puissance, élevant son niveau de puissance à 3 et le rendant encore plus fort. Soudain, le jeune homme sent une attaque venant de derrière et se retourne pour se défendre. Avec un mouvement rapide et précis, il utilise son balai de fer pour contre-attaquer et vaincre la créature. Tukia dit alors avec un air de supériorité que les coups bas ne fonctionnent pas sur lui. Une notification système confirme qu'il a vaincu un autre nettoyeur et obtenu une carte de vitesse de rang E. Il sourit, tenant la nouvelle carte verte, notant que la vitesse est un autre attribut crucial pour la victoire. Le boss et ses minions restants se tournent vers le jeune homme, le traitant d'ordure sale et dégoûtante. Le narrateur explique qu'en raison de la valeur d'agression, les joueurs avec de nombreux takedowns sont plus fortement ciblés, ce qui augmente la difficulté. Le héros sait que la compétence du boss augmente sa puissance, il doit donc se battre seul et les abattre un par un. Sur ce, le boss et ses 2 derniers minions chargent sur notre protagoniste avec tout ce qu'ils ont. Tukia crie aux autres joueurs, leur disant de lancer des choses sur les monstres pour lui donner le temps d'une contre-attaque. Il pense que s'il y a quelqu'un ici avec du potentiel, il peut l'aider à terminer le donjon, permettant à plus de personnes de survivre. Cependant, les autres joueurs sont terrifiés, disant qu'ils seront éliminés s'ils attaquent les monstres. Voyant leur lâcheté, le protagoniste réalise qu'il devra créer sa propre ouverture. Le boss charge en avant, balai levé, criant des ordures alors qu'il se prépare à frapper. Mais le jeune homme lance un clavier sur le monstre qui bloque l'attaque et crée une petite fenêtre d'opportunité. Les autres joueurs sont surpris par son geste, et le héros laisse échapper une houe, voyant que cela a fonctionné. L'un des joueurs crie alors aux autres que le jeune homme se bat pour eux, et qu'ils doivent aider. Mais l'homme en costume le retient, criant que des gens normaux comme eux ne peuvent pas combattre les monstres. Le boss devient enragé contre les joueurs, déclarant qu'il va désinfecter tous ces tas d'ordures. Sur ce, le monstre charge vers les autres joueurs, qui hurlent de terreur à son approche. Un joueur hurle de désespoir, implorant quelqu'un de faire quelque chose alors que le monstre se rapproche. Mépris il agit rapidement, abattant les 2 minions restants à la fois et sauvant le jeune homme. Avec un sourire confiant, il pense qu'à ses statistiques actuelles, il peut en finir en 1 seconde. Seul le boss reste. Le système le récompense avec une autre carte de vitesse et une carte de puissance pour avoir vaincu les minions. Le boss se tourne ensuite vers un autre joueur, criant qu'il doit désinfecter les déchets, tandis que l'homme implore de l'aide. Ensuite, le protagoniste apparaît derrière le monstre et déclare froidement que les seules ordures ici, c'est lui. Avec un seul coup précis et puissant, il achève le boss, qui s'effondre sans aucune chance de riposter. Le système félicite le joueur Kurozu Tokia pour avoir vaincu avec succès le boss du premier niveau. Avec cela, le classement de contribution est déverrouillé, et le jeune homme reçoit des prix pour avoir vaincu le boss. Avec 700 points, il prend la première place et apprend que les leaders ont reçu la carte de rang S numéro 1. Il se souvient qu'il n'a pas obtenu cette carte dans sa vie passée et s'interroge sur son pouvoir. Il remarque que les autres joueurs n'ont toujours pas vaincu de monstres, mais sait que rester au sommet sera un défi. Il est expliqué que le classement comprend tous les joueurs invités au premier donjon dans le monde entier. L'arrivée du jour de la prison s'est produite simultanément à travers le monde, affectant d'innombrables personnes à la fois. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il y avait de nombreux individus puissants avec des capacités uniques et incroyables. Étant donné que les récompenses et les classements changent avec chaque donjon, il doit toujours les terminer avec un score parfait. Maintenant plus fort que jamais, il jure de vaincre le dieu sombre, et pour ce faire, il a besoin de la carte numéro 1. Le système affiche ensuite ses récompenses, 2 cartes de vigueur et 2 cartes spéciales, pureté et graine de fer. Il est surpris par la graine de fer, remarquant qu'il a eu de la chance car elle peut créer une arme basée sur son aura. La carte de graine de fer crée une arme de fer dédiée et offre une chance d'en obtenir une spéciale. Il pense que les meilleures armes possibles seraient une épée ou un katana et espère avoir de la chance. Le protagoniste se tourne ensuite vers l'homme à lunettes qu'il a aidé plus tôt, le surprenant.
Tukia note que l'homme l'a aidé dans une situation dangereuse, une qualité nécessaire pour un bon joueur. Le héros le remercie d'avoir distrait le boss, mais l'homme dit humblement qu'il essayait juste de se sauver. Pour cette raison, il offre à l'homme des cartes, expliquant qu'elles peuvent réveiller ses pouvoirs et l'aider. Mais l'homme à lunettes se sent mal à l'aise et refuse, insistant sur le fait que le protagoniste devrait être celui qui les utilise. Tokyo insiste, lui disant de ne pas être timide puisqu'il a aidé et mérite la récompense. Il montre ensuite comment utiliser les cartes, pensant qu'il doit améliorer ses propres attributs pour la deuxième étape. Sans perdre un instant, notre héros active ses propres cartes pour se préparer au prochain défi. Ses stades de puissance et de vitesse passent au niveau 4, et l'homme à lunettes comprend enfin le processus. Adachi active ensuite ses cartes et sent son corps devenir plus léger, expérimentant une montée de niveau pour la première fois. Sa fenêtre d'état apparaît, révélant son nom, Adachi Fumiaiko, et ses nouveaux attributs de base. Il est choqué de voir qu'il a gagné des points d'expérience sans avoir directement vaincu un monstre. Tukia explique que le simple fait de contribuer à un combat accorde de l'expérience, et que monter de niveau augmente également les attributs. Adachi demande ensuite le niveau de notre héros, et il répond qu'il est déjà au niveau 4, laissant l'homme stupéfait. Ensuite, nous voyons le panneau d'état mis à jour de Tukia, montrant qu'il a déjà atteint le niveau 4 partout. Il prend ensuite la graine de fer, impatient de voir quelle arme son aura va générer. La graine commence à se transformer dans sa main, libérant une énergie bleue intense et puissante. L'épée est une arme de type croissance qui absorbe les PV d'un adversaire et acquiert une nouvelle compétence tous les 10 niveaux. Avec un sourire, il remarque que ce n'est pas mal du tout, et étant une arme rare, elle pourrait rivaliser avec une arme de rang C. Adachi est abasourdi, disant que c'est plus qu'incroyable et juste ce à quoi on s'attendrait de celui qui a vaincu le monstre. Le protagoniste pense que la nouvelle arme est loin de ce qu'il utilisait dans sa vie passée, mais admet qu'elle a du potentiel. Une notification du système félicite tout le monde pour avoir réussi la première étape du donjon. Immédiatement après, la deuxième étape est annoncée, et tous les joueurs doivent se rendre au réfectoire du boss. Le jeune homme réalise que tout se déroule exactement comme dans sa vie passée, ce qui calme ses nerfs. Il invite ensuite Adachi à le rejoindre, et l'homme à lunettes accepte sans hésitation. Tuki explique qu'il veut un compagnon intelligent pour l'avenir, et Adachi est un excellent choix. Ravi de cette opportunité, l'homme accepte, et le protagoniste les exhorte à se diriger vers le prochain endroit. Les autres joueurs commencent alors à supplier d'être emmenés, promettant des récompenses et des faveurs. Un joueur argumente que s'il est si doué, il devrait aider les autres et emmener tout le monde avec lui. Avec ses yeux rouges de fureur, le protagoniste menace d'écraser l'homme s'il ne bouge pas. Les joueurs sont absolument terrifiés par la menace et l'aura intimidante de notre héros. Sans un autre mot, lui et Adachi dépassent les autres joueurs, qui s'écartent par peur. L'un des joueurs commente son regard terrifiant et commence ce regard à envoyer des frissons dans son dos. Adachi demande s'il abandonne vraiment les autres, mais le protagoniste dit qu'il ne ferait que le ralentir. Il déclare froidement qu'il n'a pas le devoir de sauver tout le monde et qu'il n'est pas un saint. Adachi promet alors de faire de son mieux pour ne pas être un fardeau, et Tokyo le met en garde contre le prochain boss. L'homme à lunettes est intrigué par la mention de la corruption mentale et demande s'il s'agit d'un affaiblissement du monstre. Ils arrivent au réfectoire du boss, où le système leur demande de s'asseoir pour participer à la deuxième étape. En entrant, l'arôme délicieux de la nourriture emplit l'air, et un monstre rouge apparaît devant eux. Adachi pousse un cri de surprise alors que le monstre rouge vif se matérialise soudainement devant lui. Tokyo le met en garde de s'asseoir rapidement, sinon il sera éliminé comme les autres qui n'ont pas suivi les règles. Ils prennent leur siège, et l'homme à lunettes remarque que comme c'est proche de la première étape, personne ne devrait être en retard. Mais le protagoniste rétorque que s'ils font le mauvais choix, ils n'arriveront pas à temps. Pendant ce temps, les autres joueurs courent désespérément dans le couloir, regrettant de ne pas être partis plus tôt. Le compte à rebours atteint juste 10 secondes et la tension monte pour les joueurs en retard. Ils atteignent enfin le réfectoire et se précipitent pour trouver une place pour s'asseoir. Le minuteur atteint alors 0, et le système annonce la fin du compte à rebours pour la deuxième étape. L'un des derniers joueurs à arriver se tient à la porte, soulagé, pensant qu'il est en sécurité. Mais soudain, il sent une présence terrifiante juste derrière lui, et ses yeux s'écarquillent de peur. Le boss de l'étape le frappe par derrière, déclarant que son temps est écoulé, et qu'il est hors du jeu. Les autres joueurs sont choqués, réalisant que le cuisinier rouge est le boss de l'étape. Avec un chariot plein de nourriture bizarre, le boss ordonne à tous les joueurs de manger. Adachi grimace en voyant le boss servir une glu verte dégoûtante sur son assiette. Le repas semble être fait à partir des monstres de l'étape précédente, ce qui le rend encore plus grotesque. Le reflet dans les lunettes d'Adachi révèle sa terreur et sa révulsion face à la situation. Il réalise alors que la substance dans la nourriture est l'un des monstres d'avant et est horrifié. Le système avertit que regarder la nourriture causera une corruption mentale, abaissant leurs stats. Adachi craint qu'avec des attributs réduits, franchir le donjon sera beaucoup plus difficile, mais Takiya fixe le repas complet et dit calmement à son ami que ce n'est pas tout. Une notification du système déclare que le banquet des enfers a été servi, laisser des restes entraînera des représailles du monstre. Avec 7 minutes restantes,
un avertissement indique que si la valeur mentale d'un joueur tombe à 0, il sera disqualifié. Adachi panique. S'ils ne mangent pas, ils seront éliminés, mais il ne peut pas imaginer avaler cette chose. Avec un sourire confiant, Tukiya convient que c'est plus dur que la première étape, mais il connaît le moyen de la franchir. Son ami propose d'aider, mais le héros lui dit de s'accrocher et d'utiliser la carte de pureté si nécessaire. La corruption mentale s'intensifie, et le système les informe que le pouvoir mental du joueur diminue régulièrement. Une joueuse dit que juste regarder la nourriture dégoûtante lui donne envie d'être malade. Le protagoniste sait qu'avec des compétences réduites par la corruption, vaincre les 4 monstres est impossible. La stratégie standard est de manger le banquet et de distraire les monstres, mais cela ne rapporte que des points de récompense minimes. Soudain, le système annonce que sa bénédiction inconnue l'a rendu immunisé contre les attaques mentales, ce qui le choque. Avec un sourire confiant, le jeune homme déclare qu'ils peuvent maintenant la franchir en utilisant la règle cachée de haute difficulté. Il est ravi car ils peuvent maintenant viser des récompenses de score élevés pour protéger son classement. L'un des joueurs se rebelle, jetant son assiette au sol et criant qu'il ne mangera pas cette saleté. Adachi note que l'état mental de l'homme ne s'est pas effondré, et Toki explique que l'esprit se détériore plus vite. Le joueur craque complètement, piétinant la nourriture dégoûtante sur le sol tout en riant et en criant qu'il ne la mangera absolument pas. À cet instant, le boss apparaît et assène un coup puissant au joueur qui a refusé la nourriture. Le monstre avertit que s'il ne mange pas, il sera éliminé, mais l'homme déchu refuse toujours de venir jouer. Le boss saisit alors le visage du joueur, sa main brillant d'une intense énergie rouge. L'homme est entraîné par le monstre, riant toujours hystériquement et refusant de manger la glu. La porte de la cuisine claque, emportant le joueur désobéissant et le boss avec elle. L'un des joueurs dit que s'ils ne mangent pas, ils seront retirés, mais il n'y a aucun moyen d'avaler cette nourriture. Une alerte du système montre qu'aucun joueur n'a fini le banquet, et la force mentale de chacun est maintenant à 60%. Le protagoniste explique que la règle cachée pour franchir cette étape consiste à commencer en mode facile, puis à passer en mode difficile. Il se lève alors et jette son assiette au sol, criant qu'il est impossible de manger cette chose. La première condition est d'attirer l'attention du monstre pour passer le jeu en mode difficile, ce qu'il vient de faire. Le système avertit que le monstre cuisinier est verrouillé sur lui en tant que cible, augmentant son risque d'élimination à 80%. Le boss apparaît derrière lui, menaçant de mettre son cerveau dans une casserole et de le cuire. La deuxième condition est de vaincre un ennemi pour concentrer l'aggro de l'autre monstre sur lui, et c'est sa prochaine action. Son épée dégainée, il charge l'un des monstres, l'attaquant avec une frappe rapide et précise. Il enchaîne avec une attaque tournoyante, terrassant le monstre d'un seul coup décisif. Une notification confirme que le Malisprit a été vaincu, le récompensant avec 2 cartes de puissance et une carte de vigueur. Avec ça, la deuxième étape commence officiellement, et sa stat de puissance passe au niveau 5. Comme un ennemi a été vaincu, l'aggro des 3 autres monte en flèche à 100%, activant le mode difficile. C'est la règle cachée de haute difficulté, première frappe, qui fait que tous les monstres se concentrent sur lui. Les 3 monstres restants entrent en mode rage, leurs yeux rougeoyants, prêts à attaquer. En abattant un, il attire avec succès l'attention des autres, protégeant les autres joueurs. Il sait qu'avec toute l'aggro concentrée sur lui, le risque d'élimination est beaucoup plus élevé, il doit donc être prudent. Par conséquent, il doit maintenir la distance et conserver ses forces pour le combat final contre le boss. Étant la seule cible, il ne peut pas utiliser de distraction et doit se battre avec tout ce qu'il a. Un des monstres le menace, disant qu'il ne s'échappera pas et qu'il sera transformé en chair à pâté. Le boucher se jette avec son coup prêt, mais le protagoniste part le coup avec sa nouvelle épée bleue. Serrant les dents, il parvient à retenir l'attaque du monstre, qui semble surpris par sa force. Le monstre n'arrive pas à croire que le jeune homme ait arrêté sa lame et se prépare à utiliser une nouvelle technique. Il active sa compétence de maniement instantané du couteau, déchaînant une pluie de coups sur le héros. Mais avec un sourire narquois, le protagoniste pense « Je t'ai eu », ayant déjà mis au point un plan pour gagner. Il sait qu'il n'a pas assez de cartes et doit vaincre les sbires pour débloquer la capacité de son épée. Avec ça, il esquive les attaques et commence à contrer les monstres avec des frappes rapides et précises. Le monstre le nargue, lui demandant s'il peut suivre sa vitesse, se vantant d'être le plus rapide des cuisiniers. Il déclare que le jeune homme va perdre et se demande si ses alliés peuvent vaincre une épée maudite comme la sienne. Le héros continue de se battre avec maestria, frappant plusieurs fois les 3 monstres en même temps. Son épée commence à briller alors qu'il bloque avec succès l'une des attaques du monstre. Une des créatures crie de surprise alors qu'un projectile est tiré de l'épée de notre protagoniste. Le monstre se demande comment leurs compétences peuvent être identiques et comment cela peut être si injuste. La compétence exclusive de l'épée se déverrouille, lui permettant d'utiliser la puissante coupe temporelle. Le monstre réalise alors que les attaques du jeune homme chargeaient ses points de compétence. Désespéré, il hurle aux autres de fuir, réalisant que tout était un piège bien planifié. Mais avec un sourire méchant, le protagoniste dit qu'il est trop tard et active sa nouvelle compétence. Avec une seule et puissante entaille d'énergie rouge, il frappe les 3 monstres en même temps.
Le système confirme que le boucher, le gastronome et le hachoir ont tous été vaincus. La victoire assurée, il remarque que les pièges les plus évidents sont souvent les plus réels, et récupère ses récompenses. Adachi est soulagé, disant que ses mains sont moites, mais le protagoniste a tout calculé parfaitement. Un avertissement du système indique que la règle cachée a été activée. Le boss de l'étape est maintenant enragé, augmentant ses capacités. Adachi panique, voyant que les capacités du boss ont augmenté en raison de la règle cachée. Soudain, toute la salle à manger commence à trembler avec une énergie rouge sinistre, annonçant l'arrivée du boss. Le protagoniste avertit tout le monde que le boss est plus fort maintenant. S'ils ne le vainquent pas, ils seront tous éliminés. La règle cachée force une confrontation directe mais augmente les récompenses de 30% en échange. Avec un regard déterminé, le héros déclare que son objectif dans ce monde est de réclamer les meilleures récompenses. La porte de la cuisine explose, et le boss apparaît, ses mains rougeoyant d'énergie rouge. Furieux, il rugit, exigeant de savoir qui a éliminé ses précieux cuisiniers alors que ses stats sont révélés. Adachi est terrifié par la puissance du boss, se demandant s'ils peuvent possiblement gagner ce combat. Sans hésitation, le protagoniste utilise toutes ses cartes disponibles, se préparant à l'affrontement final. Il sait qu'il ne peut pas se retenir contre le boss amélioré et déchaîne toute sa puissance. 4 cartes de compétences sont utilisées à la fois, maximisant ses stats de puissance, de vitesse et de vigueur. Comme les cartes de rang sont plafonnées au niveau 5, les cartes de vitesse restantes sont maintenant inutiles. Il lance les cartes supplémentaires à Adachi, lui disant de les utiliser immédiatement pour aider au combat. L'homme à lunettes active les cartes de vitesse qu'il a reçues de notre protagoniste, se renforçant. Ses stats de vitesse et de vigueur augmentent, et il réalise que le héros lui a donné les cartes pour l'aider à survivre. Le boss bugle furieusement, demandant une fois de plus qui était responsable de l'élimination de ses cuisiniers. Les autres joueurs sont paralysés par le rugissement du monstre, perdant leur volonté de résister à sa puissance. Mais Adachi réalise qu'il ne ressent aucune peur, le pouvoir de la carte le protège du rugissement du boss. Le boss menace les joueurs, disant qu'il leur écrasera la tête s'ils ne révèlent pas qui a éliminé ses cuisiniers. Soudain, quelque chose fend l'air à grande vitesse vers le monstre, juste au moment où il s'apprête à attaquer. C'était le protagoniste qui se matérialise et bloque l'attaque du boss avec son épée, sauvant les autres. Le monstre est choqué que son attaque ait été arrêtée par un simple joueur et le regarde avec rage. Tukia assume alors la responsabilité, déclarant avec défi qu'il était celui qui avait éliminé les cuisiniers. Le boss jure de lui faire payer de la manière la plus misérable possible, disant qu'il prendra son cerveau après les autres. Mais le héros le coupe avec un sourire narquois, rétorquant qu'il lui coupera le cou avant que cela n'arrive. Le monstre rit, le défiant d'essayer alors qu'il charge avec son coup prêt pour un assaut total. L'impact de leur affrontement crée une onde de choc puissante qui fit sur le sol de la salle à manger. Adachi crie le nom du protagoniste avec inquiétude alors qu'il le voit être repoussé par la force brute du boss. Mais le jeune homme se relève rassurant son ami inquiet qu'il va bien. Il songe que cela fait longtemps qu'il n'a pas entendu quelqu'un l'appeler de cette façon, et son esprit dérive vers le passé. Dans sa vie précédente, ses amis l'appelaient par ce nom, mais ils ont tous été perdus en cours de route. Il se souvient alors avec tristesse de la façon dont ses compagnons sont tombés, le laissant tout seul. Avec une expression sombre, il se demande pourquoi il a été le seul à survivre au milieu de tant de tragédies. Le boss charge à nouveau, hurlant qu'il va le tailler en pièces et se préparant à une autre attaque puissante. Le protagoniste pense qu'il ne le comprenait pas à l'époque, mais maintenant il sait ce qui doit être fait. Il affronte le monstre avec détermination, criant de se préparer à la fin avec un regard mortel. Les deux affrontent à nouveau leurs armes, l'impact de leur bataille résonnant dans toute la salle à manger. L'épée du protagoniste commence à briller d'une intense énergie rouge alors qu'il prépare son attaque finale. Le boss est déconcerté par la vitesse de l'assaut du jeune homme, se demandant s'il se retenait avant. Utilisant sa capacité de coupe temporelle, le protagoniste déchaîne un barrage de barres obliques rouges. Il réfléchit qu'il a survécu à sa vie passée parce qu'il était courageux et n'a jamais hésité. Avec un cri de détermination, il déclare que plus que tout, il a toujours voulu gagner et être le meilleur. Il jure que rien ne l'empêchera de remporter la victoire, mais il ne s'agit pas seulement de gagner. Le protagoniste affirme vouloir protéger la vie de chacun et préserver un monde normal et paisible. Le système annonce que le boss du deuxième niveau a été vaincu et que la récompense est augmentée de 30%. Ces récompenses comprennent des cartes de puissance, de vigueur et de vitesse ainsi qu'une carte mémoire spéciale. Il reçoit également un buff de boss surprise, qui augmente une capacité de 3 niveaux pendant 10 minutes. Le héros se rend compte que sans déclencher la règle cachée, il n'aurait pas gagné les points de contribution supplémentaires. Il ouvre ensuite l'écran de classement pour vérifier son score actuel et le statut des autres joueurs. Avec 1700 points, il reste en première position et voit les mêmes meilleurs joueurs que dans sa vie passée. Il sait qu'ils sont tous talentueux et deviendront sans aucun doute des joueurs clés à l'avenir. Les dieux sombres ne les laisseront pas tranquilles. Ils prépareront des étapes cruelles où de nombreux joueurs forts ont été sacrifiés. Mais dans cette vie, il prévoit d'acquérir la carte de rang S qui peut leur résister et attend avec impatience leur retrouvaille.
Il regarde ensuite les images de ses anciens rivaux, se préparant au défi à venir. Une notification du système félicite tout le monde pour avoir terminé la deuxième étape et annonce le début de l'étape finale. Le temps restant est d'un peu moins de 5 minutes et tous les joueurs doivent se rendre dans le hall souterrain. Avec une expression sérieuse, le protagoniste se prépare. La dernière étape, la plus difficile, est sur le point de commencer. Il appelle ensuite son ami Adachi, qui répond rapidement, prêt à suivre son exemple. Adachi suit timidement le protagoniste, se sentant quelque peu intimidé par sa puissante présence. Il attire ensuite l'attention du jeune homme et lui offre un mouchoir, ce qui laisse le héros un peu confus. Son ami tend le mouchoir, s'approchant pour offrir ce petit geste de gentillesse. Tukia demande si c'est une serviette et Hidashi explique qu'il l'a trouvée sur une table et qu'il pensait qu'il pouvait s'essuyer le visage. Avec un sourire maladroit, il ajoute que s'il était plus utile, le fardeau de son nouvel ami serait plus léger. Le protagoniste est touché par le geste, pensant qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Il le rassure en lui disant que ce n'est pas vrai et qu'il a été d'une grande aide, ce qui émeut Adachi. Soudain, plusieurs créatures bleues apparaissent dans le couloir, annonçant que les 2 étapes précédentes ont été franchies. Avec un sourire méchant, le monstre dit à tout le monde de ne pas se retenir et de tout dévorer sur son passage. Le compte à rebours pour atteindre le hall commence, leur donnant un peu plus de 4 minutes pour y arriver. Adachi demande si l'astuce pour vaincre le boss était sa vitesse et si le fait d'avoir des statistiques élevées garantit la victoire. Le protagoniste explique que ce n'est pas si simple, car cela dépend aussi des compétences individuelles. Son ami s'inquiète alors, admettant qu'il est mauvais en sport et qu'il ne pourrait pas esquiver les attaques même avec une vitesse de niveau 5. Adachi le regarde avec admiration, pensant que vous avez dû suivre un entraînement spécial pour être si fort. Il s'arrête en haut d'un escalier et le héros se prépare à donner à son ami la prochaine série d'instructions. Il dit à Adachi d'attendre là et d'avertir tous ceux qui arrivent de ne pas courir, ce qui déroute le jeune homme. Toki explique qu'il s'agit d'une règle cachée cruciale, s'ils sont jugés pour avoir fui, ils ne pourront pas partir. Adachi demande ce qui ne va pas, mais le protagoniste ne répond pas et se contente de se tourner pour descendre. Il dit que puisque son ami n'a pas vaincu le boss, il serait trop dangereux pour lui de descendre. Adachi comprend et promet d'avertir tout le monde avec un salut, ce qui fait penser à Tokyo que son ami est un bon gars. Il sait qu'avec de l'aide, il peut facilement débloquer la règle cachée, mais le faire seul sera difficile. Tokyo est conscient que la 3e étape contient 10 gardes de niveau 5 et un boss de niveau 7. C'est une étape beaucoup plus difficile que la 2e avec des gardes formidables et un chef encore plus fort. Dans sa vie passée, la seule façon de réussir était de coopérer et de combattre les ennemis en équipe. Soudain, il entend quelqu'un l'appeler par son nom en haut des escaliers et se tourne pour voir qui c'est. Un sourire narquois traverse son visage alors qu'il se rend compte que la personne qui l'attendait est enfin arrivée. Dans sa vie passée, cette personne a également découvert la règle cachée, et c'était la clé de la victoire de leur groupe. Il s'appelle Konami YUYA, et dans la chronologie précédente, il s'est démarqué avant même notre protagoniste. Adachi essaie de transmettre le message de ne pas courir, mais YUYA l'interprète mal comme une moquerie. Tokyo intervient, précisant que ce n'est pas une blague mais un avertissement d'un coéquipier. YUYA reconnaît son impressionnante performance lors de la 2e étape, admettant qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Mais maintenant qu'il comprend la situation, il veut défier le héros pour prouver qui est le plus fort. Il se jette pour attaquer, mais le protagoniste l'avertit de se concentrer d'abord sur la défaite du prochain boss. Le héros déclare qu'il affronte le mauvais ennemi et qu'ils devraient unir leurs forces pour gagner. D'un seul coup rapide et précis, il frappe YUYO à la poitrine, le faisant voler vers l'arrière. Le jeune homme est choqué par la force surhumaine de Toki, incapable de croire ce qui vient de se passer. Il se demande s'il s'agit d'un coup de pouce induit par le jeu ou d'une sorte de capacité spéciale dont il n'est pas conscient. Le protagoniste offre ensuite à YUYA 3 cartes l'invitant à rejoindre la bataille. Avec un regard méfiant, le jeune homme demande ce qu'il entend par se joindre à vous et le regarde fixement. Le héros confirme, ajoutant que s'il le rejoint, les 3 cartes de puissance sont à lui. Le protagoniste lance ensuite une carte mémoire sur YUYA, qui le frappe en plein front. La carte verte brille de 1000 feux, commençant à restaurer les souvenirs du jeune homme et le laissant stupéfait par la sensation. Tukia sait qu'effacer les souvenirs entrave l'unité sans eux. Il n'y a aucune raison de protéger quoi que ce soit. Il est conscient que le dieu sombre comprend la nature humaine, et c'est sa plus grande arme contre eux. La mémoire réveille les souvenirs de YUYA, et une aura verte l'enveloppe complètement. Le héros dit qu'il sait à qui YUYA tient et lui demande s'il acceptera sa proposition maintenant. YUYA se souvient de son jeune frère et se rend compte qu'il doit survivre pour le revoir. Il demande ensuite si, en rejoignant le protagoniste, ils sont assurés de terminer le donjon. Avec un sourire confiant, Takiya lui assure qu'ils le feront et lui lance les 3 cartes de puissance. YU promet de ne pas oublier cette faveur et active les cartes, augmentant ses statistiques de puissance. Takiya annonce qu'il va aller de l'avant car il y a encore des ennemis à vaincre en cours de route. Il active ensuite ses propres cartes de puissance et le buff de boss surprise pour se préparer. Le héros sait que même au niveau 7,
le prochain boss sera un défi, et il a besoin de plus de puissance. Heureusement, le buff augmente sa puissance de 3 niveaux, le rendant beaucoup plus fort pour la bataille. Avec un sourire narquois, il remercie le boss pour l'aide et note que sa puissance a augmenté d'un niveau supplémentaire. Soudain, plusieurs monstres bleus apparaissent devant eux, prêts pour le combat final de la scène. Les monstres se moquent des deux, les traitant de maigres et affirmant qu'ils ne résisteront pas à leurs puissantes attaques. Pour la première fois, Yua ressent la présence intimidante du monstre et est légèrement troublé. Il se demande alors si les deux seuls peuvent vraiment vaincre ces puissantes créatures. Mais le protagoniste le rassure, affirmant qu'ils sont plus que suffisants pour gagner. Le système affiche les statistiques du joueur avec Toki au niveau de puissance 11 et YQYA au niveau 2. Avec sa puissance augmentée, le protagoniste déclare qu'il est maintenant le boss de l'étape et se prépare à attaquer. Il charge les monstres avec son épée dégainée, mais YQYA lui crie d'attendre et de ne pas se précipiter. Le jeune homme pense que les actions du héros sont suicidaires et ne comprend pas pourquoi il prend un tel risque. YQYA se souvient de ses combats clandestins, où il affrontait toujours des inconnus dans des combats dangereux. Il sait que la meilleure stratégie dans ces situations est d'analyser attentivement son adversaire. Avec un sourire confiant, son adversaire charge, visant un coup de poing puissant et précis. Il observe attentivement les mouvements de l'ennemi, se préparant à contre-attaquer et à se défendre. D'un mouvement rapide, il esquive le coup et assène un puissant coup de poing qui terrasse instantanément son adversaire. Mais Tokyo l'avertit de ne pas avancer aveuglément, sinon il sera vaincu par les monstres bleus. Un des gardes le traite de faible et le menace avec sa matraque électrique alors que ses stats sont révélés. Le monstre se lance alors avec une frappe préemptive, tentant de frapper le protagoniste avec sa matraque. Avec son épée prête, il se prépare à contre-attaquer, délivrant un coup puissant et précis. YQYA est impressionné par la vitesse et la puissance du jeune homme, se demandant s'il se retenait auparavant. Le garde sent que quelque chose ne va pas avec lui et ordonne aux autres d'utiliser leurs compétences et d'attaquer en groupe. Avec 56 secondes restantes, une alerte du système avertit tous les joueurs d'entrer dans le lobby souterrain. Les deux se font alors face en silence, se préparant pour le combat final qui est sur le point de commencer. YQYA et Tokyo échangent des regards, se préparant pour la bataille qui les attend dans le lobby souterrain. Il sait que, selon une règle cachée, les ennemis attaqueront dès qu'ils entreront dans le lobby, même pendant le compte à rebours. Avec son épée brillant en bleu, il attaque les gardes avec une frappe rotative puissante. Avec 49 secondes restantes, il pense qu'il doit vaincre autant de monstres que possible pour protéger tout le monde. Adachi essaie de calmer les autres joueurs, les rassurant qu'ils ont amplement le temps d'atteindre le lobby. Le protagoniste réalise que son ami a compris le plan et est satisfait de sa rapidité de réflexion. Avec 21 secondes restantes, Adachi ordonne à tout le monde d'entrer dans le lobby souterrain de manière ordonnée. Il comprend que l'intention du héros est de gagner du temps jusqu'à la dernière seconde, empêchant quiconque d'entrer dans le lobby prématurément. Le compte à rebours atteint seulement 12 secondes, et la tension monte pour les joueurs qui ne sont pas encore entrés. YQYA soutient que les ennemis ne sont pas si forts et qu'ils devraient aider le protagoniste dans la bataille, mais Tokyo lui crie de rester en arrière et de ne pas interférer dans le combat contre les gardes bleus. Les monstres remarquent que le jeune homme est trop fort et qu'ils doivent se recharger en ciblant les autres joueurs. Le héros attire alors l'attention de YQYA, déclarant que c'est maintenant à son tour de rejoindre le combat. Un des gardes charge les joueurs, mais YQYA s'interpose pour les protéger de l'attaque. Avec un rugissement de colère, il essaie de bloquer le coup du monstre mais est envoyé voler en arrière. Il crie alors au monstre de ne pas oser toucher les autres, réalisant qu'il y a une raison pour laquelle le héros les protège. YQYA tente de frapper le garde avec ses poings mais constate que ses coups ne causent aucun dommage. Il se demande alors comment le protagoniste parvient à se battre contre des monstres aussi puissants. Adachi dit à tout le monde de se taire pour éviter d'attirer les monstres, ajoutant que le héros s'en chargera. Les autres joueurs sont d'accord, décidant que la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant est de leur faire confiance. Ils espèrent alors que les deux pourront tenir bon et ne pas tomber face aux monstres bleus. Le protagoniste réalise que ses points de compétence d'épée se sont pleinement accumulés. Un des gardes ordonne alors aux autres monstres d'attaquer tous en même temps et de mettre fin au combat. Avec un regard confiant, le protagoniste dit qu'il pensait exactement la même chose que les monstres. Il déclenche alors sa coupe temporelle, frappant tous les gardes en même temps avec sa puissante compétence. Adachi et les autres sont émerveillés, remarquant à quel point c'est incroyable d'avoir quelqu'un d'aussi fort de leur côté. Pendant ce temps, YQYA a du mal à combattre un seul garde, se demandant comment le héros est si incroyablement puissant. Tukia fait alors face au dernier garde debout, avertissant d'un regard froid qu'il est le prochain. Mais ce garde est le boss final de niveau 7, et il regarde le jeune homme avec un sourire psychopathique. Le monstre dit qu'il prend plaisir à achever des gars comme le protagoniste et Ridi lui-même pour la bataille. Les autres joueurs sont terrifiés par le niveau, la puissance 10 du boss, et commencent à douter de leur chance de victoire. Le héros charge, se souvenant que dans sa vie passée, ce boss a abattu de nombreuses personnes dans un long combat acharné. Avec son épée, il déclenche un puissant coup d'énergie rouge vers l'ennemi, mais il pense que cette fois, lui seul sera plus que suffisant pour gagner.
Le boss laisse échapper un rire maniaque et parvient à bloquer la puissante attaque de notre protagoniste. Impassible, Tokyo avance avec détermination pour continuer le combat. Il utilise à nouveau sa compétence, délivrant un torrent de coups rouges sur le monstre géant. Sous le barrage de coups, le boss final est complètement vaincu, se dissolvant en lumière. Le système affiche alors l'écran de statut du jeune homme, révélant qu'il est passé au niveau 8. Il réalise qu'en vainquant les monstres les plus faibles, il a obtenu des cartes qui ont considérablement augmenté sa puissance. Le protagoniste pense que le meilleur dans les combats en solo est de réclamer tous les XP et les cartes pour lui-même. Adachi et les autres sont sous le choc de sa force inhumaine, s'inclinant pour le suivre à jamais. Voyant qu'il ne reste qu'un seul monstre, YUY à charge, criant qu'il va en finir avec un seul coup de poing. Mais le monstre rétorque furieusement que YUYK est celui qui va passer un mauvais quart d'heure. Cependant, avant que le rouquin ne puisse attaquer, le protagoniste apparaît et tranche le garde en deux d'un seul coup. Yuria s'effondre au sol, stupéfait, incapable de croire qu'il a instantanément vaincu le monstre contre lequel il a tant lutté. Une notification du système félicite tout le monde pour avoir terminé le donjon et affiche le classement, avec Tokyo à 99%. Avec une expression confiante, le héros attend le calcul de la récompense, se demandant quel bonus il recevra. L'écran révèle que la récompense de survie leur permet de tout ramener dans le monde réel. Les autres joueurs sont ravis de voir qu'ils recevront également des récompenses pour leurs efforts. Le protagoniste pense que terminer le donjon accorde un prix de base qui aide à la survie, mais il y a un piège. Dans sa vie antérieure, des individus plus forts ont commencé à utiliser leur pouvoir pour le mal dans le monde réel. Par conséquent, cette fois, il décide qu'il doit établir des règles pour gérer les joueurs dès que possible. Pour ce faire, il a besoin de soutien, et il sait que son classement élevé attirera des personnalités puissantes. L'écran de classement de la contribution globale le place fermement en premier avec une avance de 3000 points. Il se considère comme le leader incontesté. Pour tous les autres, c'est lui qui dicte les règles du jeu. À ce moment-là, tous les joueurs reçoivent leurs capacités, sentant leur corps devenir plus fort et plus léger. Adachi est également ravi de voir ses nouveaux attributs, même s'ils sont tous au niveau 1. YUY vérifie également son panneau, se sentant beaucoup plus fort avec les stats maintenant au niveau 2. Quant au protagoniste, il examine son statut et voit que sa puissance a atteint un niveau impressionnant de 15. Le système annonce alors que les récompenses de contribution seront générées en fonction du pourcentage de chaque personne. Les deux jeunes hommes se demandent s'ils recevront quelque chose avec une contribution aussi faible, regrettant de ne pas s'être battus plus fort. Tokyo ne sait pas non plus ce qu'il obtiendra, car sa contribution dans sa vie passée n'était pas aussi élevée. Adachi est satisfait car avec sa nouvelle carte de puissance, il peut à nouveau augmenter son score de compétence. Pendant ce temps, Youhou se vante d'avoir obtenu 2 cartes, disant que sa contribution était incroyable. Il regarde alors vers le protagoniste, se demandant quel genre de récompense il recevra. Avec un sourire, le héros dit que tout cela est nouveau pour lui alors qu'il reçoit 3 cartes brillantes. Ces récompenses sont une carte qui élève les statistiques au niveau 10, une autre qui permet un changement de classe, et une troisième qui invoque des alliés. Il est ravi, réalisant qu'il peut maintenant booster ses compétences et rassembler des alliés simultanément, se sentant incroyablement chanceux. Soudain, le sol commence à trembler et les autres joueurs paniquent, ne comprenant pas ce qui se passe. Ils réalisent que le donjon s'effondre et se demandent s'ils peuvent enfin retourner à la réalité. Le protagoniste confirme qu'en terminant un donjon, ils peuvent retourner dans le monde réel pour une courte durée. Mais il les avertit que le monde a changé, et que le créateur de ce jeu mortel essaie de tout détruire. Les autres sont choqués, se demandant qui au monde ferait une chose aussi terrible. Tukia leur dit alors qu'il compte sur tout le monde pour donner le meilleur de soi dans le prochain donjon qui apparaîtra. Il les encourage à gagner en puissance pour vaincre le méchant qui les a emprisonnés et à protéger le monde. Adachi est confus par le mot protéger et ne comprend pas tout à fait le discours du héros. YUYK, cependant, le regarde avec suspicion, pensant que le protagoniste fait des affirmations très audacieuses. Une notification du système annonce alors que pour avoir terminé premier, le jeune homme a gagné une carte spéciale de rang S. Une entité sombre se matérialise, déclarant que s'il se montre capable, elle lui accordera le pouvoir d'un dieu. Soudain, le protagoniste se réveille dans son lit d'hôpital, réalisant qu'il est revenu dans le monde réel. Il soupire, espérant que les autres le croiront, car il a besoin de plus de pouvoir pour sauver le monde. À ce moment, une infirmière se précipite dans la pièce, appelant le médecin car le patient s'est enfin réveillé. Le médecin confirme qu'il est complètement lucide et que ses signes vitaux sont tous normaux. Mais il révèle que des centaines de milliers de personnes sont tombées dans le coma comme lui au cours des 3 derniers jours. Le médecin note que le jeune homme a été le premier à se réveiller et lui demande s'il connaît la cause de ce coma de masse. Cependant, Tukia ignore la question et, avec un regard sérieux, demande au médecin où est sa mère. L'homme le conduit à sa chambre, expliquant qu'elle est également tombée dans le coma et ne s'est pas encore réveillée. Avec un ton professionnel, il déclare qu'en termes médicaux, la mère du protagoniste est dans un état végétatif. Le héros réalise alors que, comme dans sa vie passée,
sa mère a également été choisie comme joueuse. Il sait que tous les joueurs ne sont pas envoyés en même temps et que ceux qui échouent finissent dans cet état. En regardant sa mère, il se souvient que ceux qui sont choisis pour le jeu ne peuvent tout simplement pas revenir. Là-dessus, il touche la carte dorée dans sa poche, réfléchissant au fait que son plus grand souhait est sur le point d'être exaucé. Son seul souhait est que sa mère vive en paix, libérée de toute souffrance. Il révèle ensuite qu'il détient une carte spéciale de rang S numéro 1 nommée libre. Avec elle, il peut empêcher quelqu'un d'être choisi pour le jeu et aussi gagner une capacité spéciale. Résolu, il décide que le moment est venu d'utiliser la carte et de libérer sa mère bien-aimée de ce jeu mortel. Le médecin est aveuglé par la lumière dorée intense, se demandant ce qui se passe. Choqué par la scène, le médecin ajuste ses lunettes, essayant de comprendre le phénomène auquel il assiste. Avec les yeux grands ouverts d'étonnement, il balbutie qu'il ne peut tout simplement pas y croire. Sa mère se réveille alors, confuse, demandant où elle était appelant son fils au médecin. Sans une seconde pensée, le jeune homme se précipite pour embrasser sa mère de toutes ses forces, complètement submergé par l'émotion. Avec un doux sourire, il lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'aura plus à se battre ni à souffrir. Le médecin est stupéfait par la scène, se demandant si ce dont il vient d'être témoin était un miracle. Pendant ce temps, le classement mondial des contributions montre le nom de Kurozu, Tokyo, isolé à la première place. Pour cette raison, plusieurs figures mystérieuses décident qu'elles doivent recruter le joueur numéro 1 mondial. Ils craignent qu'avec une telle puissance, le jeune homme ne devienne le nouveau dirigeant du monde. De retour à l'hôpital, sa mère raconte un rêve étrange à propos d'un parc d'attractions terrifiant. Le protagoniste écoute avec un sourire, réalisant qu'elle s'est retrouvée dans un donjon mortel sur le thème d'un parc. Elle continue en disant qu'un monstre a failli l'attaquer, mais quelque chose s'est passé à ce moment précis. Selon elle, tout s'est soudainement obscurci, et elle a perdu connaissance juste là. Quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a vue était le visage de son fils, et elle demande si ce n'était pas un rêve bizarre. Avec un doux sourire, le jeune homme pense que, malheureusement, ce qu'elle a vécu n'était pas un rêve. Soudain, la voix de Keta résonne dans la pièce, et le héros réalise qu'il a également réussi à terminer le donjon. Son ami fait irruption, proclamant qu'il est venu à la rescousse et s'est senti comme un protagoniste de manga. Il dit que des gens forts l'ont aidé à le terminer, et la mère demande s'il a aussi fait un rêve étrange. Le protagoniste arbore une expression ennuyée, pensant que son ami a toujours la même énergie. Il demande ensuite à sa mère de se reposer, disant qu'il va parler avec Kita dehors un instant. Dans le couloir, son ami insiste sur le fait que ce n'est pas une blague et que le jeu bizarre avait même un nom. Tokyo le coupe, déclarant que le nom du jeu est le présent, ce qui choque Kita. Le héros lui dit alors de vérifier le classement des contributions pour prouver que tout est réel. Complètement confus, son ami se gratte la tête, se demandant ce qu'est ce truc de classement. Juste à ce moment-là, un écran système bleu se matérialise devant lui, le laissant complètement sans voix. Avec les yeux grands ouverts d'émerveillement, son ami balbutie en voyant le nom du joueur numéro 1. Le protagoniste confirme alors avec un sourire narquois que ce qu'il voit est la vérité absolue. L'écran système montre que la première place du classement appartient à Kurosu Tokia, avec 3000 points. Avec un regard confiant, le héros déclare que lui-même est le joueur le mieux classé et fait face à son ami. Kita est stupéfait, incapable de croire que son ami est numéro 1 dans ce jeu. Tokyo révèle alors sa carte de changement de classe, disant que l'information lui parviendra. Sans perdre de temps, il active la carte, et une puissante aura dorée l'enveloppe dans le couloir. Le système annonce que le changement de classe a été initié, et qu'une profession aléatoire sera sélectionnée. Le jeune homme explique que chaque classe dans le jeu est puissante, mais qu'elle nécessite de l'expérience, et que les cartes sont rares. Il sait que les classes sont faibles au début, mais possèdent un potentiel infini avec le temps. L'une des 3 classes suprêmes est le messager des 4 éléments, qui commande les pouvoirs de la nature. La seconde est le descendant du dragon de la flamme noire, qui se transforme en un dragon puissant et géant. Et la dernière est le chercheur du temps, qui manipule la chronologie et manie les pouvoirs du voyage temporel. Au milieu de nombreux écrans de données, le protagoniste se demande quelle nouvelle classe lui sera attribuée. Un écran apparaît dans un flash de lumière brillant, révélant le nom de sa nouvelle classe, maître des principes. Le héros est complètement abasourdi. Même dans sa vie passée, il n'avait jamais entendu parler de cette classe. L'écran montre ensuite que sa nouvelle classe a une capacité passive de résonance avec les outils. L'arbre de compétences de la classe est révélé, et le jeune homme remarque de nombreux niveaux inconnus. Il est surpris car les classes normales n'ont que 3 niveaux. Celui-ci sera incroyablement difficile à faire progresser. Avec un sourire excité, il pense que s'il atteint la fin, il gagnera un pouvoir incroyable. Son ami remarque qu'il est apparemment la première personne au monde à effectuer un changement de classe dans le jeu. Kito devient alors désespéré, appelant le nom du protagoniste, incertain de ce qu'il faut faire. Le héros demande ce qui ne va pas, et son ami se jette par terre, implorant de l'aide. Avec une expression suppliante, il supplie son ami de le porter et de l'aider à devenir plus fort. Soudain, une infirmière apparaît dans le couloir et demande si elle interrompt quelque chose. Le protagoniste la regarde,
se souvenant des problèmes qu'il avait avec les factures dans sa vie passée. Elle l'informe ensuite que les paiements de l'hôpital ont plus d'1 mois de retard et que l'argent est nécessaire. Son ami offre sa carte pour aider, mais le héros refuse, disant qu'il s'en chargera. Il se souvient que dans sa vie passée, il a géré cela en travaillant comme garde du corps grâce à sa force physique. Avec détermination, il dit qu'il comptait trop sur sa mère, mais maintenant il va résoudre les choses lui-même. L'infirmière s'excuse et s'éloigne pour prendre un appel important. Avec une expression confuse, elle répond au téléphone, essayant de traiter les informations qu'elle reçoit. Choquée par la nouvelle, la femme balbutie, demandant si ce qu'elle a entendu est vraiment vrai. Avec un immense sourire, elle annonce que quelqu'un a payé toutes les dettes de l'hôpital en une seule fois. Elle pointe ensuite l'ami du protagoniste et dit que même la part du chauve a été couverte. Le jeune homme est agacé par le surnom, clarifiant qu'il n'est pas impatient et qu'il rend juste visite à son ami. Les deux se regardent en silence, et le protagoniste pointe vers la chambre 226. À ce moment-là, un homme blond et ses 2 compagnons apparaissent dans le couloir et s'approchent d'eux. L'homme demande avec un air de supériorité où il peut trouver Kurozu Tokyo dans cet hôpital. Le protagoniste et son ami sont confus, se demandant qui sont ces étranges personnes. L'homme demande s'ils sont amis avec Kurozu et demande qu'il transmette un message important. Avec un sourire narquois, le protagoniste pense que les principaux acteurs du jour de la prison sont arrivés tôt. Son ami demande alors ce qu'ils veulent à Takiya, les observant avec suspicion. Kiya analyse leur tenue et se rend compte qu'ils semblent être des individus très importants. Il se demande alors s'ils sont venus chercher son ami parce qu'il est le numéro 1 mondial. Son ami réfléchit à l'argent qu'ils ont payé, se demandant combien coûterait une vie entière de dépenses. L'infirmière murmure ensuite au protagoniste que ce sont ces personnes qui ont payé les factures. Le héros répond calmement qu'il est déjà au courant, laissant la femme un peu confuse par sa réaction. Sans perdre une miette, le jeune homme se présente au groupe comme Kurozu Tokyo. L'homme blond est impressionné qu'il reste impassible en leur présence et qu'il soit si jeune. Le protagoniste sait que ces personnes sont influentes dans divers domaines et les analyse attentivement. L'homme blond est Sumosho, chef d'une grande entreprise et étoile montante en politique. Celui en costume est Kadoashi, PDG d'une entreprise technologique ayant des liens étroits avec l'armée. La femme est Rarara, présidente du groupe X, qui détient de vastes ressources énergétiques et une influence mondiale. Le chef du groupe dit que c'est un honneur de le rencontrer et se prépare à une présentation formelle. Mais le protagoniste l'interrompt, déclarant qu'il sait déjà qui ils sont et lui dit d'en venir au fait. L'homme blond est déconcerté par l'audace du jeune homme, ne s'attendant pas à une telle attitude. L'homme en costume pense que le joueur numéro 1 mondial est en effet aussi impressionnant que les rumeurs le suggèrent. La femme sourit en pensant que le héros est une personne bien plus intéressante qu'elle ne l'avait imaginé. La femme l'invite ensuite à se déplacer vers un autre endroit car ils ont préparé une salle spéciale pour leur conversation. Mais le protagoniste décline l'offre, leur disant de parler juste là dans la salle d'attente de l'hôpital. Les 2 hommes échangent un bref regard, une reconnaissance silencieuse qu'ils comprennent le message du jeune homme. Le chef du groupe accepte, et ils se dirigent tous vers la salle d'attente pour commencer leur discussion. La femme sourit, pensant qu'il fait cela pour conserver l'avantage dans la négociation. L'infirmière et son ami sont choqués, incapables de croire qu'ils pouvaient à peine payer ses factures il y a quelques instants. Le héros appelle ensuite son ami, lui demandant d'apporter le guide stratégique qu'il lui a donné plus tôt. Kita se gratte maladroitement la tête, demandant s'il est vraiment nécessaire qu'il aille chercher ce guide. Avec une expression coupable, il avoue qu'il pensait que c'était une blague et a jeté le guide. Désespéré, son ami dévale le couloir, disant qu'il va récupérer le guide tout de suite. Le protagoniste est irrité, pensant que c'est pourquoi ni lui ni sa mère n'ont reçu de récompense. La femme demande alors curieusement quel est ce guide stratégique dont il a parlé. Il répond calmement que c'est le guide stratégique pour les donjons de débutants du jeu. Les 3 sont stupéfaits, lui disant d'arrêter de plaisanter, car le jeu a à peine commencé. Avec un sourire narquois, il dit que vrai ou pas, son ami le découvrira bientôt. L'infirmière est surprise par plusieurs hommes en costume qui se tiennent à la porte et demandent qui ils sont. L'homme blond lit le guide et est choqué de voir qu'il décrit le donjon exact qu'il a vécu. Les 2 autres confirment également que leurs donjons sont détaillés à l'intérieur, jusqu'au dernier détail. L'ami du protagoniste demande si tout était vrai, et il le confirme avec un sourire. Kita se lamente alors d'avoir manqué une énorme opportunité de progresser et se sent incroyablement frustré. Le chef du groupe s'excuse, admettant que son pouvoir dépasse leur imagination, et qu'ils ne sont pas qualifiés. Le protagoniste croise les bras et, avec un sourire, demande ce qu'ils ont d'autre à dire. La femme remarque qu'avec un tel guide, c'est comme s'il pouvait prévoir tout ce qui va arriver dans le jeu. Avec un sourire narquois, il confirme que c'est précisément le cas et qu'il sait tout. Il se souvient que dans sa vie passée, les survivants ont publié les détails en ligne et qu'il a tout mémorisé. Tous ses efforts passés portent désormais leurs fruits, servant de son atout contre les dieux sombres. Il se penche alors en avant et demande directement ce qu'ils veulent de lui maintenant. Le groupe de personnes influentes échange un regard avant de répondre à sa question. Les 3 s'inclinent respectueusement, demandant au jeune homme de devenir leur conseiller.
L'homme blond admet que la sensation de marcher sur une corde raide dans le donjon était vraiment terrifiante. L'homme en costume pense qu'avec l'aide du héros, ils n'auront plus à faire face à cette situation. La femme ajoute qu'ils seront forcés de retourner dans le jeu et ne veulent pas s'en sortir mal. Kita observe toute la négociation en silence pendant que son ami prend les choses en main. Par conséquent, le chef du groupe déclare avec détermination qu'ils accepteront toutes conditions qu'il impose. Avec un air désinvolte, le protagoniste dit que cela ne le dérange pas de devenir leur conseiller. Les yeux de son ami pétillent d'excitation, pensant que son partenaire est incroyablement cool. Il se souvient alors que la famille de son ami est pauvre, et que ce dont ils ont le plus besoin, c'est d'argent. Le jeune homme s'imagine déjà nager dans l'argent et faire des folies avec son meilleur ami. Mais le protagoniste l'interrompt, déclarant qu'il a 3 conditions pour accepter leur offre. Son collègue gonfle de fierté, pensant que, comme prévu, son ami est un véritable maître négociateur. Le chef du groupe dit que même 30 ou 300 conditions seraient bonnes, mais le héros le surprend. Son ami est choqué, déplorant qu'il n'ait pas demandé plus quand il en avait l'occasion. La première condition du protagoniste est de publier gratuitement le guide stratégique pour tous. Le chef du groupe est surpris, demandant s'il va vraiment donner gratuitement quelque chose qui pourrait sauver des vies. L'homme en costume acquiesce, déclarant que la valeur de ce guide dépasse l'imagination. La femme commente que cela ne fait que prouver à quel point le jeu est dangereux pour tout le monde. Le héros les regarde alors et demande s'il ne vient pas de leur montrer le guide gratuitement. Le groupe est laissé sans voix par sa réponse, réalisant qu'il a un argument valable. Il explique ensuite que ses objectifs diffèrent des leurs. Il veut sauver plus de gens. Avec un regard sérieux, le protagoniste avertit que s'il n'accepte pas, la discussion s'arrête là. Il réalise que le jeune homme est sérieux, et la femme l'admire pour ne pas être influencée par le profit. Les 3 s'inclinent à nouveau, promettant de remplir immédiatement la première condition. La deuxième condition est de créer une agence de gestion des joueurs avec des règles très claires. L'homme blond sourit, lui assurant qu'ils peuvent se détendre, car ils ont déjà l'intention de le faire. Il se prépare ensuite à annoncer sa condition finale, et peut-être la plus importante, pour l'accord. Le groupe se tend, se demandant si la dernière condition est quelque chose qu'ils ne peuvent même pas remplir. Son ami crie alors au protagoniste de demander de l'argent, appelant cela son dernier souhait. Mais le héros l'ignore et dit qu'il veut une maison, pour que lui et sa mère n'aient plus à vivre à l'hôpital. Il jette un coup d'œil à sa mère dans son lit, disant qu'il veut juste qu'elle vive une vie normale et paisible. Les 3 sont stupéfaits par la simple requête, et son ami se prend le visage de frustration. Le protagoniste ajoute que si c'est trop difficile, il peut retirer la demande, car il n'aime pas la sensation de mendier. Le groupe l'implore de ne pas se retirer, insistant sur le fait que préparer une maison pour lui est une tâche facile. Avec un sourire narquois, le protagoniste leur dit de ne pas s'exciter autant à propos de sa requête. Le chef s'excuse pour la scène, et les 2 autres rient maladroitement de la situation. Il pense que de toutes les conditions, c'est la plus facile et celle qui augmentera le plus sa faveur envers eux. Il conclut ensuite l'affaire, disant qu'il doit retourner dans sa chambre car il a d'autres choses à gérer. Le héros avertit que le compte à rebours pour le prochain jour de prison va bientôt commencer. Les 3 sont choqués par cette information, demandant si ce qu'il a dit est vraiment vrai. À ce moment, un compte à rebours de 3 jours apparaît devant eux, prouvant que le jeune homme avait raison. Il les informe ensuite qu'une fois qu'ils auront rempli la deuxième condition, il fournira la stratégie pour le prochain donjon. Les 3 s'inclinent respectueusement, disant qu'ils feront ce qu'il ordonne sans poser de questions. Le protagoniste se tourne ensuite et retourne dans la chambre d'hôpital pour se reposer. Le groupe puissant regarde le jeune homme partir, se préparant à exécuter ses ordres. L'un des gardes de sécurité les informe que quelqu'un souhaite rencontrer le protagoniste. L'homme en costume s'agace, lui disant de ne pas déranger le protagoniste et de faire attendre la personne dehors. Mais le garde de sécurité balbutie, demandant si la jeune femme qui est arrivée est la petite amie du jeune homme dans la chambre. Le groupe est surpris par la question et se tourne pour voir qui est cette personne. Kita panique alors, disant que la fille est la personne de Monsieur Kurozu et qu'ils forment un beau couple. Avec un regard de trahison, il attrape l'homme en costume, exigeant de savoir comment Takia a pu se trouver une petite amie. Mais la jeune femme l'interrompt, lui disant de ne pas dire des choses qui causent des malentendus, car ce n'est pas le cas. Son ami l'ignore, poursuivant son exhibition dramatique, insistant sur le fait qu'il ne la laissera pas passer. L'une des femmes du groupe regarde la fille avec mépris, remarquant que cela fait un moment. Le protagoniste reconnaît alors la fille et dit avec un regard sérieux, « Alors c'était toi depuis le début ?» Avec un sourire mauvais, la jeune femme se souvient de la façon dont elle l'a rejeté et humilié devant tout le monde dans le passé. Il pense qu'il n'a jamais eu de sentiments pour elle, mais maintenant elle est aussi devenue une joueuse. La fille s'approche avec un bouquet de fleurs, disant qu'elle est profondément désolée pour ce qui s'est passé dans le passé. Le groupe puissant sent la haine authentique du héros pour la femme et décide d'attendre avant d'intervenir. Son amie éclate, l'accusant d'avoir insulté le protagoniste devant toute l'école. Elle prétend qu'elle était jeune et stupide et qu'elle regrette maintenant profondément ses actions d'alors. Mais le jeune homme la coupe, disant qu'elle n'est revenue qu'en rampant parce qu'elle a vu son nom sur le classement. La jeune femme est laissée sans voix par l'accusation,
tandis que les autres la regardent avec dédain. La femme du groupe se rend compte que la fille n'est qu'une opportuniste et la juge d'un simple regard. La fille essaie de se défendre, le suppliant de ne pas la laisser mal se débrouiller seule dans le jeu dangereux. Son amie se fâche, criant qu'elle ne l'a pas seulement rejeté. Elle l'a insulté et humilié. Le protagoniste le calme, lui rappelant qu'ils sont dans un hôpital et qu'ils doivent partir. Avant de partir, il regarde la fille et déclare que, pour mémoire, il ne l'a jamais aimée, pas même une seconde. Elle panique, disant que s'il la sauve, elle le laissera même être son petit ami et tout ce qu'il veut d'autre. La fille court après lui, promettant qu'elle ne le quittera jamais s'il l'aide. Mais lorsqu'elle atteint la porte, elle est bloquée par deux énormes gardes de sécurité qui la regardent sévèrement. Les deux hommes en costume et lunettes de soleil ne la laissent pas passer, la regardant avec un regard intimidant. Imperturbable, elle prétend être la petite amie de Tukia et exige qu'il la laisse passer immédiatement. La femme du groupe remarque alors qu'il ne semble pas que M. Crozu veuille avoir quoi que ce soit à faire avec elle. Le chef du groupe ordonne alors aux gardes de l'escorter dehors, et il s'exécute instantanément. Son ami célèbre, demandant si se débarrasser d'elle n'a pas fait du bien au protagoniste. Avec une expression sérieuse, le héros pense que d'après ses souvenirs, elle devrait être à l'hôpital maintenant. Il se dirige ensuite vers la porte de la chambre de sa mère, se préparant aux retrouvailles qu'il attend depuis longtemps. D'un mouvement rapide, il ouvre la porte et trouve enfin la personne qu'il cherchait. Une belle fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges le regarde avec un regard doux et un sourire. La fille est si belle qu'elle semble briller, et le protagoniste la regarde en retour. Sa mère l'informe alors que Reka est là pour le revoir et qu'elle attend son retour. Avec un sourire, il dit que cela fait longtemps qu'il ne l'a pas vue et la salue d'un signe de la main. La jeune femme est confuse, disant qu'elle était là la semaine dernière et que cela ne fait pas si longtemps. Le protagoniste se souvient alors qu'elle est décédée dans ses bras dans sa vie passée et devient émotif. Il la serre fort dans ses bras, jurant que dans cette vie, il ne laissera pas une seule personne qu'il aime mal se débrouiller. La fille est complètement gênée par le câlin, tandis que sa mère rit de la scène mignonne. Son ami est confus, se demandant si les deux ne sont vraiment que des amis, car cela a l'air suspect. Plus tard dans la nuit, la pleine lune illumine le ciel et la chambre d'hôpital est calme. Le protagoniste regarde sa mère dormir paisiblement, se sentant soulagé qu'elle aille bien. Il pense que l'hôpital les a transférés dans une chambre VIP et que ces personnes ont vraiment de l'influence. Le système affiche alors le temps restant pour les 63 heures du prochain donjon. Avec le compte à rebours devant lui, il sait que le prochain donjon devrait suivre le même schéma que dans sa vie passée. Il se rappelle qu'il a acquis une capacité appelée maintenance des compétences, qui s'active au toucher. Pour la tester, le jeune homme pose sa main sur le bord du lit pour voir ce que fait sa nouvelle capacité. Une vague d'énergie bleue se répand dans la pièce, et le protagoniste est surpris par sa puissance. Il réalise qu'il peut voir les moindres détails de tout objet qu'il touche actuellement. Grâce à sa vision améliorée, il remarque que la deuxième vis du pied gauche du lit est desserrée. Le héros pense qu'il est dommage qu'il n'ait pas d'arme à l'hôpital, car il voulait tester la capacité sur elle. Soudain, une voix mystérieuse résonne dans son esprit, disant qu'il est qualifié pour participer. Il demande qui est cette entité et à quoi il est qualifié, ne comprenant pas la situation. La voix répond qu'il saura qui elle est en temps voulu, mais pour l'instant, il doit prendre une décision. Une silhouette sombre apparaît, lui disant de décider s'il accepte son test spécial. Avec ses yeux brillants, il réalise que cet être a le pouvoir de l'aider à vaincre le dieu. Sans hésitation, le protagoniste accepte le test et dit à l'entité de commencer immédiatement le défi. L'entité esquisse un sourire sinistre, dit très bien, et déclare que le test va commencer maintenant. Mais elle l'avertit que s'il échoue à passer le test, il ne pourra jamais revenir dans ce monde. Le jeune homme est alors aspiré dans un vortex d'énergie bleue, surpris par son pouvoir sacré. Il se demande quelle récompense il recevra pour avoir réussi ce mystérieux test de l'entité sombre. Une tornade d'énergie bleue se forme, et le système annonce le début des terrains d'épreuve. Un pic de glace bleue jaillit du sol, se préparant à attaquer notre protagoniste dans le test. Il esquive l'attaque d'un bond, se préparant au défi que l'entité a préparé. Avec un regard concentré et déterminé, le héros affronte les terrains d'épreuve, prêt à tout ce qui va arriver. Il se retrouve devant un palais sombre, se demandant ce qu'est cet endroit au milieu de nulle part. L'énergie bleue commence à se former devant lui, et il observe la manifestation avec curiosité. L'entité explique alors que la règle est simple, il doit vaincre l'adversaire en 10 minutes. Elle lui conseille également que la sagesse qui voit tout est la seule façon de gagner le défi. Le protagoniste regarde l'entité avec une expression sérieuse, se préparant au combat imminent. L'entité annonce alors le début du test, et une figure féminine commence à se matérialiser. Une épéiste aveugle et invulnérable apparaît, et le compte à rebours de 10 minutes pour le test commence. Le jeune homme regarde le squelette à l'intérieur de l'armure, se demandant si c'est son adversaire. Avec un sourire, il trouve la bataille entre le joueur le plus fort et l'épéiste le plus fort intrigante. Une épée bleue lui est accordée, descendant des cieux dans un rayon de lumière pour le combat. Le héros manie l'arme, remarquant qu'elle est parfaite, car il voulait utiliser sa nouvelle capacité de toute façon. Mais le système l'informe que la résonance ne peut pas être activée, car la cible n'est pas physique.
Il réalise alors que la capacité ne fonctionne que sur les entités physiques et que l'épée est une illusion. Avec un regard déterminé, il déclare qu'il ne perdra plus de temps et qu'il réussira le test immédiatement. L'épéiste charge, et le protagoniste le défie de lui montrer le pouvoir de l'épéiste le plus fort. Avec un sourire, il fait l'éloge de la compétence de l'adversaire alors qu'ils échangent des coups d'épée. L'ennemi attaque avec une frappe tournoyante, mais le héros parvient à se défendre avec son épée bleue. Il note que malgré la grande épée, les mouvements de l'adversaire sont incroyablement rapides. L'épéiste aveugle continue son assaut avec une série implacable de frappes rapides et puissantes. Le protagoniste se demande alors si cette attaque rapide et puissante est son mouvement ultime. L'épéiste attaque de toutes ses forces, mais le protagoniste parvient à esquiver et à contre-attaquer avec précision. Il remarque que le mouvement est incroyable, mais que la garde de l'adversaire était restée grande ouverte pendant l'attaque. Il se demande alors si l'épéiste est aussi une illusion, tout comme l'épée qu'il utilise. Par conséquent, il dit qu'il ne se sentira pas mal de l'achever et continue son assaut. Le jeune homme pense que la blessure qu'il a infligée aurait dû être mortelle, mais l'adversaire ne semble rien ressentir. Il réalise alors que cela n'a eu aucun effet et que l'épéiste le plus fort ne peut vraiment pas être blessé. Le protagoniste comprend enfin la signification du titre de son adversaire. Personne ne peut le vaincre. Avec seulement 5 minutes restantes, il se demande ce qu'il doit faire pour gagner. Il continue d'esquiver les attaques de l'épéiste tout en essayant de concevoir une stratégie efficace. Le héros se souvient de l'indice de l'entité, réalisant qu'il doit signifier quelque chose d'important. Au milieu d'une des attaques, il remarque un crâne pris dans les cheveux de l'épéiste et est surpris. Il réalise que l'adversaire protège le crâne et que ce doit être son point faible. Avec cela, le jeune homme comprend que le serment de l'épéiste est de protéger la personne derrière lui. Il a alors une idée et se prépare à mettre son nouveau plan à exécution pour gagner le défi. L'entité déclare qu'une technique de ce calibre est indigne de recevoir sa bénédiction spéciale. Avec un sourire mauvais, elle affirme que peu importe le maniement de l'épée qu'il utilise, il ne peut pas gagner. Le protagoniste saute alors par-dessus son adversaire, se préparant à attaquer directement le crâne. L'épéiste se retourne sous le choc, réalisant la stratégie du jeune homme, et tente de se défendre. L'entité est surprise par l'audace du héros, ne s'attendant pas à un tel geste. Le jeune homme crie alors à l'épéiste d'ouvrir les yeux et de voir la personne qu'il protège. L'épéiste se tourne et fait face au crâne qu'il protégeait sur son dos depuis tout ce temps. En voyant le crâne, il pousse un cri de douleur et de désespoir, et son corps commence à se désintégrer. Il serre le squelette et pleure de chagrin alors que son corps se transforme en poussière et en flammes. Avec seulement 51 secondes restantes, le protagoniste regarde son adversaire disparaître. Il dit que la réponse était dans l'indice dont il avait besoin pour faire prendre conscience de la vérité à l'ennemi. Le jeune homme comprend que l'épée qu'il a reçue n'était qu'une fausse piste pour le test. Il fait alors face à la brume et défie l'ennemi de se montrer, car il a résolu le mystère. L'entité le félicite, remarquant que la vérité la plus simple est souvent la plus difficile à voir. Elle le félicite d'avoir réussi et le déclare digne de recevoir sa véritable bénédiction. Le protagoniste regarde l'entité, se demandant quel genre de pouvoir il recevra en récompense. Une énergie bleue intense l'enveloppe complètement, et son corps commence à absorber le nouveau pouvoir. L'entité sourit alors, disant que le véritable test commence maintenant avec la bénédiction nouvellement reçue. Le héros est confus, se demandant ce que cela signifie qu'il y a encore un test à venir. La voix lui ordonne alors de ressentir les émotions de tous les êtres vivants pour accepter le pouvoir d'un dieu. Il ressent alors la douleur, la joie, la colère et la tristesse d'innombrables âmes en même temps. Submergé par les émotions, une barrière de verre se brise, et il est projeté dans un nouvel endroit. Le jeune homme atterrit au milieu d'une mer de crânes et de visages souffrants, ne comprenant pas ce qui se passe. Il réalise que le pouvoir d'un dieu consiste en la foi et les émotions de ceux qui vivent sur Terre. En regardant les âmes souffrantes, il comprend que c'est vraiment un pouvoir immense. Le visage tuméfié et saignant, il fait face au nouveau défi avec un regard sérieux et déterminé. Avec un sourire confiant, il dit qu'avec ce pouvoir, il peut enfin affronter le dieu. Il déclare ensuite que les dieux de la Terre auront son soutien pour s'opposer aux dieux maléfiques. L'entité déclare que c'est le test final et qu'aucun humain ne peut résister à une telle puissance. Une explosion d'énergie se produit, et le protagoniste est enveloppé d'une lumière intense et aveuglante. L'entité est surprise par ce qui se passe, incapable de comprendre comment le jeune homme est toujours debout. Le héros se relève au milieu des débris, admettant qu'il est vraiment impossible de résister. Avec un sourire narquois, il demande si c'est tout ce que l'entité peut lui lancer. La voix le félicite en disant que comme prévu, il est l'humain qu'ils ont reconnu et qu'il est digne. Elle dit qu'il a obtenu sa bénédiction et doit se souvenir de son nom pour l'avenir. L'entité promet que lorsqu'il sera reconnu par eux, il obtiendra la véritable bénédiction suprême. Le protagoniste est confus par la mention d'une bénédiction suprême et du nom de l'entité. Il essaie de demander le nom de la voix, mais elle disparaît au milieu de plumes blanches et brillantes. De retour sur son lit d'hôpital, il se réveille en haletant, se demandant quelle bénédiction il a reçue. Juste à ce moment-là, un écran système apparaît devant lui, et il le fixe avec un regard sérieux et curieux.
L'écran révèle qu'il a obtenu la bénédiction du gardien mental, et son patron est le séraphin Gabriel. Avec un sourire satisfait, il pense que la nouvelle bénédiction sera très utile dans les futures batailles. Mais pour l'instant, il est plus impatient de recevoir la bénédiction suprême que Gabriel a mentionnée lors du test. Il réalise alors que la maladie mentale qui le tourmentait était en fait les dieux de la terre. Avec un regard déterminé, il jette un coup d'œil au compte à rebours de 23 heures pour le donjon. Son ami entre alors dans la pièce, choqué, disant qu'il existe même une version vidéo du guide. Le protagoniste donne une légère tape sur la tête de son ami, lui disant de se calmer dans un hôpital. Son ami dit qu'il a été ému par la vidéo, et que la production était tout simplement incroyable. Sa mère sourit, commentant qu'ils s'entendent vraiment bien en tant que bons amis. Le héros pense que le groupe a agi rapidement et que la vidéo du guide circule déjà partout. Il voit également qu'ils ont coopéré avec le gouvernement et créé une agence de gestion. En regardant le classement, il pense que cela pourrait servir de catalyseur pour les autres joueurs. Soudain, l'infirmière l'informe qu'une voiture est arrivée pour venir le chercher à l'extérieur. Son ami se précipite à la fenêtre, confirmant que le groupe puissant est effectivement venu chercher son partenaire. Avec les yeux pétillants d'excitation, il crie que c'est vrai et que la scène est impressionnante. Dehors, une limousine et plusieurs voitures noires avec des gardes de sécurité attendent le protagoniste. La femme du groupe demande au jeune homme d'informer le héros qu'elle est venue personnellement le chercher. Son ami court dans la pièce, annonçant que tous les trois sont venus le chercher à l'hôpital. Le protagoniste se lève alors, dit qu'il comprend, et qu'il descendra les rencontrer sous peu. Sa mère s'inquiète, lui demandant de ne pas se salir les mains avec un crime quelconque. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, car il n'a rien fait de mal. Avec un sourire, il dit qu'il sauve en fait le monde, ce qui la laisse assez confuse. Avec un regard sérieux, il déclare qu'un jour, tout le monde connaîtra la vérité et dit au revoir. Le chef du groupe l'emmène dans un manoir, notant la nourriture biologique et le magnifique paysage. Il l'informe également que pour leur sécurité, des gardes et des femmes de chambre seront de service 24 heures sur 24. Son ami est choqué par le luxe, se demandant combien une telle maison doit coûter. L'homme précise que la propriété est à lui et ne peut donc pas être trouvée sur le marché. Son ami panique, demandant si cela signifie que la maison est unique en son genre et exclusive dans le monde. Le protagoniste l'ignore et demande à l'homme de lui montrer les autres endroits qu'il a à offrir. Les deux autres du groupe regardent de loin, préparant leur prochaine offre. L'homme en costume commente que c'était un rejet, et la femme déclare qu'elle sera celle qui gagnera. Avec un sourire confiant, il dit que la maison qu'il a sélectionnée est quelque chose qu'un jeune ne peut refuser. Il les emmène ensuite dans un gratte-ciel, déclarant qu'un endroit comme celui-ci est parfait pour le jeune homme. Son ami est émerveillé par la vue, criant qu'on peut voir toute la ville de là. L'homme explique que le bâtiment est au centre-ville et a été conçu par un architecte célèbre. Avec un sourire victorieux, il annonce que la plus grande suite pentouse est déjà préparée pour lui. L'ami du protagoniste est choqué d'apprendre qu'il y a d'autres choses préparées pour eux. L'homme claque alors des doigts, invoquant les surprises qu'il a préparées. À ce moment-là, plusieurs belles femmes de chambre apparaissent, se présentant au héros comme ses nouvelles servantes. Les yeux de son ami se transforment en cœur alors qu'il s'exclame à la vue de tant de beauté divine. Les femmes de chambre l'entourent, disant qu'il peut commander ce qu'il souhaite et qu'il est très cool. Les deux autres du groupe sont choqués, se demandant pourquoi il n'y avait pas pensé avant. L'homme sourit alors, pensant qu'aucun homme au monde ne pourrait refuser une telle offre. Mais le protagoniste le regarde froidement et lui dit simplement de montrer la prochaine option. L'homme en costume est stupéfait, incapable de croire que le jeune homme a refusé une telle offre. La femme sourit alors, réalisant que Monsieur Crosso est vraiment différent de tous les autres. L'homme blond pense que cela signifie qu'il a encore une chance d'impressionner le jeune homme. La femme l'invite alors à venir avec elle, disant que l'endroit qu'elle a choisi n'est pas luxueux. Elle révèle qu'elle a fait enquêter quelqu'un sur le passé de sa mère et l'emmène dans un endroit spécial. À leur arrivée, elle demande s'il connaît l'endroit, le regardant avec un doux sourire. Son ami reconnaît l'endroit, disant que c'est la maison où le protagoniste a vécu enfant. Les deux autres sont choqués, réalisant que le jeu est terminé pour eux avec cette décision. La femme explique que la maison a changé de propriétaire à plusieurs reprises et que l'agencement est différent maintenant. Mais elle dit qu'elle a essayé de tout restaurer autant que possible pour qu'il se sente à l'aise et détendu. Le héros a bougé, disant que c'est incroyable, et que la maison est presque identique à ses souvenirs. Avec un sourire sincère, il la remercie pour le geste, et la femme est heureuse qu'il ait aimé ça. Les deux hommes ont l'air abattus, incapables de croire qu'ils ont si parfaitement perdu. Le protagoniste appelle alors son ami, lui demandant d'apporter le guide pour le prochain donjon. La femme est surprise, demandant ce que le jeune homme sort de son pantalon. L'ami explique que le héros a écrit la stratégie complète pour le deuxième donjon du jeu. Elle est choquée qu'une chose aussi précieuse ait été stockée dans un tel endroit. La femme demande alors s'il publiera également cette nouvelle stratégie publiquement. Mais il répond non, disant qu'ils peuvent le distribuer aux joueurs qu'ils jugent prometteurs. Il explique que pour devenir plus fort, il faut comprendre le jeu, et ne pas compter sur la chance. Le protagoniste dit que ceux qui ont réussi par chance ne dureront pas et seront éliminés.
Pour sélectionner d'excellents joueurs, il suffit d'aider les nouveaux à s'adapter. Il continue, en disant que s'ils sont vraiment excellents, ils se démarqueront naturellement d'eux-mêmes. La femme comprend alors le plan et demande ce qu'il a l'intention de faire en sélectionnant ses joueurs. Avec un regard déterminé, le héros répond qu'il veut qu'il sauve et protège le monde à ses côtés. Le groupe est choqué par l'ambition du jeune homme, pensant que c'est un très grand rêve. Alors que le compte à rebours approche, son ami annonce qu'ils sont prêts à partir. Le protagoniste fait alors ses adieux à sa mère avec une accolade, promettant de rentrer bientôt à la maison. Son ami prend une pause, déclarant qu'il part à l'aventure dans un autre monde. Sa mère est confuse par la scène, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passe avec eux deux. Le compte à rebours atteint 0, et le système annonce que les joueurs sélectionnés vont être transportés. Les deux sont alors enveloppés dans une lumière bleue, disant au revoir à la mère du protagoniste dans la pièce. Le héros informe son ami qu'il devrait être capable de terminer le donjon seul, car ils agiront séparément. Le jeune homme dit alors qu'il va garder un œil sur le classement, déterminé à y figurer cette fois-ci. Avec un sourire confiant, le protagoniste fait face au nouveau donjon, prêt pour un autre défi. Il réalise que, comme dans sa vie passée, le deuxième donjon est la maison glaciale de classe D. Le système annonce que la création de la scène est terminée, et que les âmes des joueurs ont été chargées. Le protagoniste pense que, comme prévu, ils sont à nouveau induits en erreur par les instructions. Il sait que pour terminer le donjon, il doit former une équipe avec quelqu'un en qui il a entièrement confiance. La vraie condition est d'attirer les deux boss de différents étages pour qu'ils se rencontrent au milieu. Mais il se souvient avec tristesse du moment où il a été trahi dans sa vie passée par un allié. Avec un regard déterminé, il invoque une carte dorée, appelant la personne en qui il a le plus confiance. La carte spéciale de construction d'équipe s'active, et une intense lueur dorée remplit la pièce. La jeune fille aux cheveux blancs apparaît alors au milieu de particules de lumière et regarde le protagoniste. Les deux se regardent en silence, et la jeune femme est surprise de le voir là. Choquée, elle demande pourquoi il est là et où ils sont, ne comprenant pas la situation. Il explique que c'est lui qui l'a invité dans le donjon et qu'elle était sur une île auparavant. Le héros pense que Reka est devenue une joueuse dans le deuxième jeu et a beaucoup souffert à cause de cela. Il se souvient de la façon dont elle a été forcée de survivre sur l'île, souffrant le reste de sa vie avec les cicatrices. C'est pourquoi il dit qu'il l'a appelée pour changer son destin et s'assurer qu'elle ne sera plus blessée. La fille est choquée, demandant comment il savait qu'elle était sur l'île sans qu'elle lui ait dit. À ce moment-là, la même fenêtre bleue du système apparaît devant elle, et elle la regarde avec curiosité. L'écran l'accueille, l'informant qu'elle est dans le donjon de classe D, la maison glaciale. Elle se souvient alors des vidéos qu'elle a vues en ligne et s'interroge sur le nom de ce jeu. Le protagoniste répond que le jeu s'appelle Jour de prison, et elle confirme que c'est bien celui-là. Il explique qu'il avait besoin d'un partenaire en qui il pouvait avoir confiance avec sa vie, c'est pourquoi il l'a choisi. Alors que la porte est sur le point de s'ouvrir, il l'invite à être son partenaire et à affronter les dangers ensemble. La jeune femme se souvient alors du moment où il l'avait invité à jouer dans le passé et le regarde tendrement. À l'époque, elle était seule et triste, mais le jeune homme lui avait tendu la main et l'avait invitée à jouer. Il répète l'invitation, demandant si elle veut jouer à nouveau avec lui comme au bon vieux temps. La fille le regarde avec des yeux pleins d'émotion, se souvenant des bons moments qu'ils ont partagés. Elle lui prend alors fermement la main, acceptant l'invitation à être à nouveau son partenaire. Avec un sourire radieux, elle dit qu'elle adorerait être son partenaire et accepte sur le champ. Il lui demande alors si elle a mémorisé tout ce qu'il a dit, car la porte est sur le point de s'ouvrir. La jeune femme confirme, disant que c'est un jeu d'exploration, et qu'elle ne devrait rien toucher négligemment. Elle sait aussi que ce n'est pas un manoir mais un labyrinthe à plusieurs étages remplis de monstres. Pour le terminer, ils doivent faire en sorte que le boss du sommet rencontre le boss du sous-sol au milieu. Le protagoniste confirme et avec un regard sérieux, annonce qu'il ouvre la porte du donjon. La fille aux cheveux blancs dit oui et qu'elle fera de son mieux pour l'aider dans leur voyage. Avec le compte à rebours à 0, il ouvre la porte, et les deux entrent dans la maison glaciale pour le défi. Le couloir est complètement gelé, recouvert de glace et de stalactites pointues partout. La jeune femme se plaint du froid, et le jeune homme la réconforte, disant qu'une carte rendra cela plus supportable. Soudain, une ombre passe devant une porte, et le héros se prépare à la rencontre qu'il anticipait. Il pense que, comme il l'avait imaginé, le traître de sa vie passée est également apparu dans ce donjon. Un homme avec un couteau apparaît, se plaignant du froid et se demandant si des monstres vont apparaître. Il les voit alors tous les deux et a l'air surpris de trouver d'autres personnes là. Avec un sourire, il demande s'ils sont aussi des joueurs et s'approche avec une attitude amicale. Le protagoniste sait qu'il va demander à former une équipe et qu'il semble être un gars honnête. Mais en réalité, c'est un lâche sans vergogne qui trahit ses propres coéquipiers. Il se souvient de la façon dont l'homme se cachait derrière lui pendant les combats parce qu'il était faible et lâche. Avec un sourire narquois, le protagoniste se prépare, sachant exactement ce qui va se passer ensuite. Il se souvient que lorsqu'il a utilisé toute sa force pour vaincre un boss, le traître l'a poignardé dans le dos. Le jeune homme se souvient que le traître l'a trahi juste pour voler une carte de compétence. Tukia réfléchit alors que sans une personne, il aurait trouvé sa fin là, à l'étage.
De retour dans le présent, le traître suggère de former une équipe pour faciliter la gestion des monstres. Mais son vrai plan est de se débarrasser du héros pour qu'il puisse profiter de la belle fille avec lui. L'homme convoite également l'épée du protagoniste, se disant qu'il va certainement la prendre. Avec un faux sourire, il tend la main, disant que dans un jeu comme celui-ci, ils doivent coopérer. Cependant, le protagoniste rétorque qu'il l'a poignardé en premier, et maintenant il lui rend l'appareil avec son épée. Sans aucune chance de réagir, le traître est frappé en plein dans la poitrine, complètement choqué par la douleur. Avec un regard froid, le héros lui dit de ressentir la même souffrance qu'il a ressentie dans sa vie passée. Le jeune homme se tourne ensuite vers son partenaire et demande calmement si elle a des questions à ce sujet. La fille répond qu'elle n'en a pas car elle est convaincue qu'il a une bonne raison pour tout ce qu'il fait. Il l'invite ensuite à aller trouver des cartes de compétences, et la jeune femme accepte immédiatement. Sur ce, les deux laissent derrière eux le corps du traître et continuent leur exploration de la maison glaciale. Ailleurs, un homme avec des lunettes remarque que les informations sur le joueur numéro 1, Kurozu Tokyo, étaient correctes. Il se demande si le gars qui publie des guides gratuitement est digne de son observation, Shujimori Itsuki. En regardant le classement, l'homme avec des lunettes pense qu'il ne peut tout simplement pas déchiffrer les intentions du héros. De retour avec les protagonistes, ils sentent une présence étrange, certains qu'un monstre est à proximité. Un monstre appelé l'homme suspendu apparaît, et Eureka crie un avertissement qu'il se dirige vers eux. Avec des griffes acérées et un œil brillant, la créature charge de toutes ses forces pour attaquer les deux joueurs. La fille hurle le nom de son partenaire, le serrant fort alors que le monstre se rapproche. Mais le monstre n'a même pas le temps de réagir qu'il reçoit un puissant coup de poing qui l'envoie voler. Avec une expression ennuyée, le protagoniste dit à la créature qu'elle est trop bruyante et agaçante. Il tire ensuite un puissant faisceau d'énergie de sa main qui frappe le monstre de plein fouet. L'attaque perce le corps de la créature, provoquant une forte explosion au bout du couloir. Le monstre se dissout alors en lumière, laissant derrière lui une carte de vigueur qui augmente d'un niveau. Eureka est choqué par la facilité de tout cela, demandant si c'est comme ça qu'il se bat toujours dans les donjons. Le héros répond que non, et que ce monstre était juste exceptionnellement faible et impuissant. Elle s'enthousiasme à l'idée de monstres plus forts, s'imaginant dans un vrai film d'horreur. Il lui tend ensuite la carte, lui disant de se concentrer pour acquérir la nouvelle compétence. La jeune femme tient la carte dorée, pensant qu'il est impossible qu'un tel monstre existe dans un appartement. Les yeux fermés, elle se concentre sur la carte, espérant pouvoir utiliser son pouvoir. Une lumière dorée l'enveloppe, et elle est surprise de réaliser qu'elle a effectivement réussi à utiliser la carte. Son panneau d'état apparaît, montrant que son endurance est maintenant avec succès au niveau 1. Il la félicite d'avoir appris rapidement et l'invite à l'étage suivant du manoir glacial. La fille remarque qu'elle n'a plus aussi froid et est heureuse d'avoir acquis la nouvelle compétence. La jeune femme demande ensuite comment il en sait autant sur le jeu, lui demandant s'il aime jouer. Le protagoniste s'arrête de marcher et la regarde en silence, laissant la fille confuse par sa réaction. Avec une expression sombre, il la regarde fixement sans dire un mot à ce sujet. Eureka devient nerveuse avec le silence et demande si elle a dit quelque chose d'étrange. Le héros déclare que le jeu n'est pas du tout intéressant et lui rappelle leur véritable objectif. Avec un regard froid et déterminé, le protagoniste révèle que leur but est de détruire le jeu. La fille se tait un instant, puis dit que même si elle ne comprend pas, elle fait confiance à ses raisons. Soudain, une main monstrueuse fracasse un mur de glace, se préparant à les attaquer tous les deux. La créature pousse un rugissement terrifiant et charge de toutes ses forces vers le partenaire du héros. Mais d'un geste rapide, le jeune homme s'avance devant elle pour la protéger de l'attaque du monstre. Sans aucune difficulté, il arrête la créature d'une seule main, saisissant fermement son visage. D'une seule pression, il écrase la tête du monstre, qui vole en éclats devant lui. Il remarque alors qu'il est dommage qu'elle n'ait pas de carte, car c'est la difficulté de ce donjon. Mais il révèle que le boss de chaque étage en laisse toujours tomber une et l'invite à aller la chercher. Pendant ce temps, d'autres joueurs sont complètement perdus dans le labyrinthe, ne sachant pas quoi faire. Eureka se rend compte qu'ils ne sont pas perdus et admire à quel point son partenaire est incroyable pour connaître le chemin. Il explique que le manoir n'est pas difficile au début, et que la température baisse d'1 degré toutes les 5 minutes. Cependant, la température continue de baisser, et plus le temps passe, plus cela devient difficile pour tout le monde. De plus, s'il ne trouve pas le boss de l'étage, la porte du niveau suivant ne s'ouvrira jamais. Finalement, tous les joueurs finiront gelés et incapables de survivre. La jeune femme est terrifiée à l'idée que tout le monde gèle, mais le héros reste calme et concentré. Il sait que le taux de baisse de température augmente et se souvient de l'emplacement du boss. Sur ce, les deux se dirigent pour trouver le boss, dans le but de l'éliminer le plus rapidement possible. L'homme à lunettes observe à distance, se demandant quelle est la raison des actions du protagoniste. Il soupçonne que le jeune homme a une capacité spéciale et espère ne pas être déçu par le numéro 1. Au plus profond du labyrinthe gelé, les deux poursuivent leur voyage à travers le dangereux manoir glacé. Le protagoniste sait que le boss du premier étage est à proximité et réfléchit à la façon de l'attirer. Soudain, un roux apparaît de nulle part, l'appelant par son nom et les surprenant tous les deux. Avec un ton arrogant,
le jeune homme exige que le héros lui réponde car il lui parle directement. Sa partenaire demande alors s'il connaît le type, mais Takiya répond que non. Le roux s'énerve d'être ignoré, criant qu'il ne devrait pas le sous-estimer parce qu'il est dans le classement. À distance, l'homme en costume observe la scène, se demandant quel pourrait être le rang de ce nouveau joueur. Le protagoniste dit qu'il a mémorisé le top 10, et le roux n'en fait pas partie, puis demande son rang. Le jeune homme se présente comme Zhang Shuo, déclarant qu'il est classé 783 mais qu'il deviendra numéro 1. Le héros et son partenaire le regardent simplement sans expression en apprenant son rang. L'homme en costume s'énerve, pensant qu'il vient de perdre son temps à s'inquiéter de ça. Tokia demande ce que veut le 783, et le roux crie qu'il est venu le vaincre. Il déclare qu'il montrera à tout le monde que la première place du protagoniste n'était qu'un coup de chance. Mais avant qu'il ne puisse agir, le héros lui donne un coup de poing désinvolte directement sur le visage. La force du coup envoie le roux et ses amis rouler en arrière sur le sol. Avec un regard ennuyé, le protagoniste lui dit de se perdre car il est très occupé. Le roux sort alors un couteau, déclarant qu'il n'a donné aucune permission au héros de partir. Ses amis l'encouragent, et le jeune homme dit que sa seule cible est le héros, la fille est un jeu équitable pour eux. Avec le visage tuméfié, il crie qu'il rendra le coup 100 fois plus fort. Tokia pense qu'ils ne sont que des idiots, pas vraiment de mauvaises personnes, et décide de leur donner une leçon. Avec un coup de pied puissant, le protagoniste brise une porte métallique et saisit un tuyau pour l'utiliser comme arme. Il serre alors fermement l'objet improvisé, se préparant au combat contre les fauteurs de troubles. Avec un sourire narquois, il dit qu'il va tous les punir avec ce simple tuyau métallique. Le héros pense que c'est parfait, car il doit d'une manière ou d'une autre attirer le boss de l'étage. Il décide alors de tester sa nouvelle capacité de classe et active la résonance de l'outil. Le système révèle que le tuyau est de la camelote inutile, mais note que sa résonance peut augmenter avec l'utilisation. Le jeune homme trouve intéressant que la capacité puisse évaluer les armes et décide de l'utiliser souvent. Le roux le regarde avec colère, disant qu'il se surestime et qu'il regrettera de ne pas avoir utilisé son épée. Impassible, le protagoniste regarde simplement le groupe de fauteurs de troubles avec un regard de mépris. Le chef crie alors furieusement à tous ses amis de charger et d'attaquer le héros en même temps. Cependant, ses amis ont peur et le poussent en avant, lui disant d'y aller en premier. Agacé par leur lâcheté, le roux crie à ses amis inutiles d'attaquer sans hésitation. Mais l'un d'eux lui rappelle que le protagoniste est le numéro 1 mondial et qu'ils n'ont aucune chance. Le chef crie qu'il s'en fiche et ne sera satisfait que s'il peut vaincre le héros. Avec son couteau prêt, il charge, criant qu'il importe peu que le jeune homme soit numéro 1 car il n'est rien. Mais avec un regard ennuyé, le protagoniste pense qu'il va utiliser ses cris pour attirer le boss. Sans effort, il frappe le roux avec le tuyau métallique, lui disant d'utiliser davantage son cerveau. Le visage déformé par la douleur, le jeune homme est laissé sans voix par la force du coup. Il s'effondre alors à genoux en hurlant d'agonie, et tout le monde est choqué par la scène. Le héros commente ensuite que c'était un bon cri et que le boss a dû l'entendre. Soudain, un tentacule vert apparaît de nulle part et fonce à grande vitesse vers le groupe. Le tentacule s'enroule autour du corps du rouquin, le serrant fortement et le laissant désespéré. Sur ce, le jeune homme est emmené par la créature sans aucune chance de s'échapper. Ses amis paniquent, criant à quelqu'un de courir et de sauver leur chef. Yurika demande alors au protagoniste ce que c'était que cette chose qui vient d'apparaître. Il répond que c'est le boss de l'étage et que le vaincre ouvrira le chemin vers le niveau suivant. Sur ce, le héros l'invite à le suivre, disant qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. La jeune femme est choquée par sa vitesse, se demandant si c'est le pouvoir d'un joueur. Elle s'imagine alors en super-héroïne, excitée à l'idée d'acquérir des pouvoirs. De loin, l'homme à lunettes l'admire, se demandant s'il est venu jusqu'ici pour chasser le boss. L'homme en costume décide alors qu'il doit d'une manière ou d'une autre devenir son coéquipier. Pendant ce temps, les amis du rouquin crient au monstre de relâcher leur chef, qui est en train d'être écrasé. Ils continuent de crier désespérément à la créature d'arrêter son attaque et de libérer leur ami. L'un d'eux menace même la créature inconnue, disant qu'il va l'achever. Sur ce, l'un des amis charge pour essayer de sauver son chef de l'emprise du monstre, mais le monstre les attaque tous en même temps, les envoyant voler d'un seul coup. À ce moment, le boss de l'étage se révèle être une plante carnivore mutante de rang E+, avec des statistiques élevées. Le rouquin est alors entraîné dans la gueule du monstre, criant désespérément à l'aide. De l'intérieur de la gueule de la plante, le jeune homme voit le protagoniste s'approcher calmement. Le héros affronte alors le boss avec son épée tirée, prêt pour le combat final de l'étage. Le rouquin désespère, se demandant si le protagoniste va vraiment le sauver après tout. Sans réfléchir, le héros charge avec son épée et tranche les tentacules de la plante. D'un seul coup puissant et précis, il libère une entaille d'énergie bleue sur le monstre. La créature pousse un cri de douleur alors qu'elle est complètement assaillie par l'attaque du jeune homme. Le rouquin se retrouve libre, choqué d'avoir été sauvé par son rival. Mais il réalise que le sentiment d'être sauvé est plus douloureux que d'être vaincu. Le héros lui dit alors de se lever, disant que s'il veut atteindre le top 10, il se battra avec son épée. Le protagoniste le met au défi d'atteindre le top 10 pour qu'il puisse se battre à armes égales.
Le rouquin reste silencieux un instant, assimilant les paroles de son rival nouvellement sauvé. Avec détermination, il promet qu'il y arrivera et le remercie de l'avoir sauvé. Une fois le boss vaincu, le passage à l'étage suivant s'ouvre, présentant deux options. Pour monter, ils doivent combattre des monstres mutants. Pour descendre, ils doivent affronter des fantômes effrayants. La partenaire du héros finit par le rattraper, et le système avertit qu'ils ont peu de temps. La jeune femme désespère, demandant lequel des deux terribles chemins il devrait choisir. Le rouquin la regarde, notant que même si les deux chemins sont effrayants, elle semble excitée. La fille est ravie à l'idée de monstres et de fantômes, disant que les deux options sont géniales. Avec un sourire, elle s'enthousiasme pour les choix et se demande si le protagoniste la trouve bizarre. Il la regarde alors sérieusement, lui demandant laquelle des deux options elle veut vraiment choisir. La jeune femme panique, réalisant qu'elle ne peut tout simplement pas choisir entre les deux. Soudain, l'homme à lunettes apparaît, demandant à rejoindre leur groupe dans le voyage. L'homme se présente comme Mori Shigeruki, le 34e rang mondial, et dit qu'il peut être utile. Le protagoniste remarque qu'il s'est enfin montré, et sa partenaire est choquée par son rang élevé. Le chef de raid se moque alors de son classement, déclarant qu'il sera sûrement un futur joueur du top 10. Le héros révèle qu'il a remarqué qu'il était suivi mais a décidé de laisser tomber. Il se souvient alors que dans sa vie passée, l'homme à lunettes l'a sauvé quand il en avait le plus besoin. Shigeruki est surpris d'avoir été remarqué par le jeune homme et le regarde avec curiosité. Le protagoniste se souvient de la façon dont il a été trahi et a pensé qu'il périrait aux mains de son ancien allié, mais il a été sauvé par l'homme à lunettes qui a dit que sa compétence était trop bonne pour être gaspillée. Avec ses lunettes brillantes, il a promis que si le héros suivait ses ordres, il le laisserait nettoyer le donjon. Et c'est ainsi que le protagoniste a réussi à nettoyer le donjon étape par étape avec son aide. À l'époque, l'homme à lunettes était un véritable sauveur pour lui au milieu de tout ce chaos. Cependant, même quelqu'un d'aussi compétent que lui a fini par perdre la vie dans ce jeu cruel et mortel. À ce moment, le jeune homme a appris que peu importe la force de quelqu'un, pour les dieux sombres, tous les joueurs ne sont rien de plus que de simples jouets pour l'amusement des entités maléfiques. De retour dans le présent, l'homme à lunettes demande si quelque chose ne va pas avec le protagoniste. Le chef de raid se demande alors pourquoi le numéro 1 mondial se soucierait d'un simple rang 34. Mais le héros dit que les personnes fortes sont les bienvenues, et il avait besoin d'un guerrier féroce comme lui. Il offre ensuite quelques cartes en signe de petite appréciation, mais l'homme à lunettes refuse. Le protagoniste pense que puisqu'il l'a aidé dans le passé, c'est maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Avec un sourire, Shigeruki dit que Monsieur Kurozu est en effet très fort et accepte les cartes. Avec un sourire, l'homme à lunettes offre les cartes à la partenaire du protagoniste. La jeune femme est incroyablement excitée, disant qu'avec celle-ci, elle aussi peut devenir une super-héroïne, mais elle hésite, regardant son ami pour obtenir son approbation avant de prendre les cartes. Il lui dit alors de faire ce qu'elle souhaite, car elle a besoin des cartes pour devenir plus forte. Avec un sourire radieux, la fille dit merci et prend les cartes de son nouveau coéquipier. Shigeruki dit que c'est lui qui devrait être reconnaissant, pensant que maintenant il peut leur faire un peu confiance. Il décide alors qu'il pensera à un cadeau pour le protagoniste lorsqu'ils retourneront à la réalité. Le héros prévient que le boss de l'étage suivant est plus fort, et ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps. Les deux nouveaux compagnons sont d'accord et se préparent à suivre les instructions du protagoniste. Le rouquin s'enthousiasme en pensant que si même le 4 peut se joindre, alors sûrement lui aussi le peut. Il se déclare un génie et se prépare à demander à rejoindre le groupe du joueur numéro 1. La main levée, il demande à rejoindre le groupe et à se battre à leur côté dans le donjon. Mais avec un regard froid et direct, le protagoniste lui dit de sortir de sa vue. Le rouquin est complètement sans voix, incapable de croire qu'il a été rejeté si brutalement. Shigeruki demande alors si le héros connaît ce donjon, et il répond que sa structure est simple. Il explique que le manoir a 7 étages, et ils étaient au 4e étage jusqu'à présent. L'homme à lunettes est surpris et demande s'il connaît également la faiblesse du boss final. Le protagoniste révèle qu'il y a 2 boss finaux, et ils ne peuvent pas être vaincus par des moyens normaux. La seule façon de nettoyer le donjon est de faire en sorte que le boss de l'étage inférieur rencontre celui de l'étage supérieur. Choqué par cette information, Shigeruki réalise qu'il devrait se diviser en 2 groupes, mais le protagoniste révèle son plan d'attaquer d'abord l'étage inférieur puis de se précipiter vers le haut. Il explique que cette stratégie leur permet de faire se rencontrer les 2 boss tout en minimisant les risques. L'homme à lunettes est impressionné, remarquant que seul Tukia pourrait exécuter une telle stratégie. Yurika réalise alors que son plan initial était d'attirer les 2 boss et d'affronter le dernier seul. Le héros confirme cela, mais dit qu'il a opté pour une option moins risquée car sa sécurité est plus importante. Avec un sourire, la jeune femme le remercie, disant qu'il est très gentil de s'inquiéter pour elle. Soudain, elle éternue, se plaignant du froid intense à cet étage du manoir. La jeune fille se plaint d'avoir froid malgré l'augmentation de ses stats, et son panneau apparaît. Le protagoniste explique que la température ici baisse presque 2 fois plus vite qu'au premier étage. Ils conviennent de vaincre le boss le plus rapidement possible pour avancer. Soudain, un œil bleu brillant s'ouvre dans l'obscurité,
observant le groupe de joueurs. Le boss de l'étage émerge, un énorme loup blanc aux yeux bleus brillants et puissants. Avec lui, une horde de fantômes aux yeux violets brillants apparaît, prête à attaquer le groupe. Shigeruki se demande comment le héros a trouvé le boss si rapidement dans un labyrinthe aussi vaste. Le protagoniste répond que c'est un itinéraire qu'il a appris au péril de sa vie et qu'il n'oublierait jamais. L'homme à lunettes est stupéfait, se demandant si le jeune homme était déjà venu ici auparavant, même avant le jeu. Le boss de l'étage se révèle être un chien de rande et avec des statistiques de puissance et de vitesse très élevées. Le héros prévient qu'ils arrivent et dit aux deux autres de se concentrer sur leur protection. Shigeruki lui assure de ne pas s'inquiéter, promettant de protéger Eureka de sa vie. Sur ce, le protagoniste se sent plus à l'aise, sachant que son partenaire sera en sécurité pendant la bataille. Avec son épée bleue brillante, le protagoniste charge de toutes ses forces sur l'énorme loup blanc. Il défie la créature au combat, et le monstre laisse échapper un rugissement furieux en réponse. Sans perdre de temps, le héros porte un coup précis et puissant sur la tête du loup géant. Pendant ce temps, les fantômes aux yeux violets brillants rugissent et avancent pour attaquer. Shigeruki agit rapidement, se positionnant devant Eureka pour la protéger des monstres. Avec des mouvements rapides et précis, il commence à combattre les fantômes en utilisant les arts martiaux. Il se révèle être le 9e successeur de Bagazagne, déclarant que les fantômes ne sont pas de taille pour lui. Avec un sourire confiant, il dit à Eureka de ne pas s'inquiéter car il va tout gérer rapidement. Mais la jeune fille surprend tout le monde en donnant un coup de poing puissant à l'un des fantômes avec facilité. Elle devient incroyablement excitée en réalisant qu'elle peut aussi vaincre les monstres avec sa nouvelle force. L'homme à lunettes est surpris, pensant qu'elle aussi est pleine de mystères, tout comme Tukia. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.